Bon, merci à tous d'être présents aujourd'hui. On va démarrer la conférence. Il va y avoir un petit discours introductif de ce que sont les ingénieurs et scientifiques de France. Donc, nous faisons partie. Ensuite, très rapidement, il y aura une petite présentation du contexte de Sophia Antipolis par un intervenant qui n'est pas encore arrivé, donc on espère qu'il sera à temps. Je suis très bien, qui est ingénieur aussi de formation. Et puis ensuite, vous aurez notre intervenant ici. Je remercie au nom de l'école et de nos étudiants pour venir faire cette présentation sur l'hydrogène en particulier, avec certainement d'autres choses. C'est important pour nous de pouvoir savoir, par l'intermédiaire de personnes qui sont des experts de leur domaine, comment les choses évoluent dans le sciences techniques, dans un contexte global important aujourd'hui, sociétal, environnemental. Ce sont des choses qui comptent pour vous. Pour votre pleine d'informations de nos élèves, parce qu'ils sont en troisième année. Autrement dit, puisque nous sommes une école en 5 ans, ils sont en première année aussi d'ingénieurs. Donc ici, la majorité sont de première année aussi d'ingénieurs, hein, donc ils sont arrivés par concours cette année sur l'école. Pardon, excuse-moi. Ils ont directement un module d'enseignement sur les enjeux environnementaux qu'ils ont eu. Ils sont déjà sensibilisés à ça. On leur en reparlera plus tard, mais c'est quelque chose qui leur parle. Et dans l'Assemblée, il y a un petit peu de tout en matière de discipline. On va trouver des élèves qui sont en sciences mathématiques, en sciences informatiques, donc qui sont des majeures différentes, hein, aussi dans les génies civils, et aussi dans le domaine de l'électronique. Voilà en gros les grandes populations. Il y a peut-être aussi parmi vous des élèves du génie biologique, est-ce qu'il y en a? Bon, le secteur est un peu éloigné de leur domaine de compétences. Et donc voilà, je vous ai présenté un peu la population, donc vous avez un monde un peu varié devant. Merci beaucoup. Merci pour organiser cette conférence encore une fois, cette collaboration avec l'école et l'UEC. C'est super. Merci, Alexandre Kémina, c'est notre équipe. Je vais être assez bref. Merci à tous les étudiants et étudiantes qui sont là pour venir à cette journée de l'ingénieur. Alors, la journée de l'ingénieur se décline au niveau mondial le 4 mars. Mais au niveau local, dans chaque pays, elle peut se décliner, en France en particulier, elle peut se décliner sur une semaine un peu plus large que la journée propre du 4. On a pris aujourd'hui le 10 mars pour faire cette journée normalement nationale de l'ingénieur. Alors il y a des conférences qui se font dans la France entière sur différents sujets. Mais grosso modo, le sujet d'aujourd'hui, de cette année, choisi par les USF au niveau national, c'est tourné autour de l'hydrogène, de son approvisionnement, des conséquences, de l'industrialisation, de l'économie, etc. Donc chaque ville, beaucoup de villes font des conférences sur un sujet particulier lié autour de l'hydrogène. Je laisserai la parole à quelqu'un de beaucoup plus compétent que moi sur les questions de l'hydrogène. On a retenu juste les USF. C'est quoi? C'est les ingénieurs et scientifiques de France. Donc, c'est l'unique organe de la profession qui regroupe tous les ingénieurs diplômés de France. Ça fait 1 200 000 ingénieurs en France aujourd'hui qui sont diplômés. Alors, ça peut paraître comme ça un petit peu fort. En fait, la France manque d'ingénieurs. On manque environ grosso modo 30 000 ingénieurs par an et il faut davantage former de jeunes. Donc, c'est une des missions aussi de la société des IESF, c'est d'avoir de la promotion des métiers de l'ingénieur et des scientifiques. On fait cela dans toute la France également, et en particulier ici dans notre région. C'est Jean-Louis Boulin qui est ici responsable de cette activité de promotion des métiers de l'ingénieur. On se déplace dans les lycées, les collèges maintenant. Il y a même des délégations en France qui vont jusqu'en maternelle, parce qu'on s'est rendu compte que si on veut avoir davantage de jeunes femmes,
Il y en a quelques-unes qui sont là, et on se rend compte qu'il faut commencer très tôt pour labourer le terrain, et pour dire qu'il faut faire des métiers qui sont liés aux techniques. Alors ça, c'est une grande activité. Alors l'IESF a été créé en 1860 par des ingénieurs qui étaient liés au chemin de fer. Et puis ensuite, elle a évolué. Il y a eu des présidents au niveau national, comme Gustave Eiffel, qui a été le président de la Société des ingénieurs et scientifiques de défense au niveau national. Et l'IESF est décliné en régions, donc ici en PACA, sur deux axes, une sur Marseille et une ici sur Nice, et nous faisons les Alpes-Maritimes et une partie du Var. Alors, pourquoi faire également, et juste pour cibler rapidement, hormis la promotion du métier de l'ingénieur dont je viens de parler, il y a au niveau national une enquête annuelle qui est faite sur les métiers d'ingénieur, qui est destinée aux politiques et aux décideurs qui peuvent s'en inspirer pour toutes les statistiques sur chaque année. Il y a une thématique ciblée et chaque année, il y a des statistiques qui sont faites et qui sont mises à jour. L'intérêt, c'est qu'elle est faite annuellement et donc par conséquent, on peut voir l'évolution de la profession sur plusieurs années. Il y a d'autres activités, en particulier, par exemple, on fait des conférences. On fait des conférences à Polytech. On va dire qu'on n'a pas eu beaucoup d'étudiants la semaine dernière, ou 4 jours, sur les chemins de fer. Et pourtant, la personne qui était venue était une personne qui avait exercé des responsabilités au niveau national, dirigeant de SNCF International et de SNCF Fret, et qui avait des fiches pour les étudiants qui voulaient se destiner au métier des chemins de fer. On n'a pas eu beaucoup de monde, c'est dommage. On va en faire des conférences, on espère que vous serez plus nombreux à nos autres conférences. Qu'est-ce qu'on fait d'autre également? On fait également ça marche pas. On fait des visites dans différents lieux scientifiques et techniques. Et on fait aussi un livre blanc. Alors, on a fait un livre blanc au niveau local, on en a fait un au niveau national. Celui au niveau local, vous pouvez le trouver, il est sur le site. Et sur le site, je vous invite à aller voir tout ce que nous faisons sur notre site, iesf-ca.fr, donc c'est très facile. Et vous pourrez trouver également notre livre blanc, c'est-à-dire ce que l'on pense, nous, d'intéressant pour la profession dans les années à venir, en particulier pour la formation ou pour les débouchés, ou pour avoir une place plus importante. La voix de l'ingénieur est peu portée dans le monde politique aujourd'hui. Hein. Si vous y suivez les émissions à la télé, vous verrez que c'est rare, très rare, très très rare qu'on prononce le mot d'ingénieur. Et pourtant, les ingénieurs, comme je l'ai dit, on est 1,2 million en France actuellement. Donc la voix de l'ingénieur est mal portée. Et pourtant, c'est une tradition que nous, en tout cas, nous voulons ici porter sur le volet humaniste, qui est la vocation de l'ingénieur telle qu'elle a été définie au XIXe siècle. Et puis, on voudrait davantage de jeunes femmes qui se dévouent à la cause de l'ingénieur. On est actuellement en plafonne en France au niveau de 29%, à peu près, avec des hauts et des bas. Et on plafonne, il n'y a pas moyen de dépasser ces 29%, alors qu'on devrait arriver normalement à 50%. Donc, voilà, il y a d'autres activités que vous trouverez sur le site, en particulier des prix achetés, il y a des notions intéressantes. Il y a des comités aussi qui se font, des sectoriels, par stratégie, par le comité patrimoine, il y a d'autres comités. Vous verrez tout ça sur le site si vous y allez. Et je vais tout de suite passer la parole à M. Mascarelli, que je remercie d'être venu. Alors, monsieur, vous venez avec moi, que je vous présente 30 secondes. Donc, vous êtes ingénieur de formation, tout à fait. Voilà, représentativité. La voix d'ingénieur, je pense faire longtemps. Voilà, alors la voix d'ingénieur, est-ce qu'elle porte bien, pour poser des questions, que porte bien la CASA? Là, on veut dire ça pour poser des questions. Donc, M. Mascarelli est maire de Bouillon, le petit village du Haut-Pays, et il est conseiller communautaire
la CASA, vice-président de la CASA, et représente aujourd'hui le président de la CASA, M. Jean Violetti, tout le monde connaît son nom, mais M. Mascarelli, donc vice-président, et représente aujourd'hui, à titre d'ingénieur, le monde politique dans la sphère scientifique et technique. Voilà, et donc je disais que la voie d'ingénieur est peu portée, et je crois que vous pouvez quand même peu me contredire, bien que vous ayez beaucoup d'activités dans le domaine économique et industriel au niveau local, je ne sais pas exactement les différentes responsabilités que vous avez exercées au niveau local, elles sont nombreuses, mais bon, je crois quand même que la voie de l'ingénieur est peu portée, et c'est une action qu'il faudrait faire davantage au niveau national, certainement. Je vous passe la parole, et puis ensuite, on enchaînera avec la conférence de Jean-Philippe. Merci. Merci. Alors, c'est dur d'entendre que la voix de l'ingénieur n'est pas portée, mais vous n'avez pas tort, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, dans le monde politique, et là je vais tenir des propos iconoclastes et je règle la manger du livre. Tout ce qu'on vous apprend quand vous êtes ingénieur, c'est exactement le contraire de ce qui se passe en politique. Il ne faut pas affirmer ce qu'on n'est pas capable de démontrer. Il ne faut pas promettre ce qu'on n'est pas capable de tenir. Donc, l'ingénieur est désarmé quand il arrive en politique. Il faut reconnaître, et il ne s'y sent jamais vraiment totalement à sa place. C'est mon cas, mais ça fait 40 ans que j'y suis. Mais je suis employeur. Après, j'ai fait une thèse en mécanique des sols, qui est mon métier. Je suis spécialiste en fondation. Donc, je suis un ingénieur vétérinaire, en fait, puisque le sol, c'est un matériau qui ne parle pas, qui est hétérogène, mais qu'on ne maîtrise pas. Donc, il faut être un peu comme un vétérinaire qui essaye de soigner les animaux qui ne parlent pas et ne peuvent pas expliquer ce qu'ils sont. Donc, voilà. Alors maintenant, je vais vous parler du territoire. La CASA, la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, donc le territoire sur lequel se trouve le campus, et comme plus beau forum, Sophia. Moi, dans la CASA, je suis vice-président en charge justement de Sophia. J'exerce aussi l'honneur d'être président de la Fondation Sophia Antipolis. Et je gère la gouvernance de Sophia. Donc, je peux vous dire une chose d'abord, c'est que vous avez bien choisi, si vous avez choisi le métier d'ingénieur sur Sophia. Actuellement, il manque 1000 emplois sur Sophia. Et on est capable de les trouver localement, et il faudrait que, justement, Polytech puisse doubler ou tripler ses projections pour qu'on puisse y arriver. Donc, il manque énormément d'ingénieurs. Donc, ce sont de bons choix. C'est un bon choix que vous avez. Alors, est-ce que vous connaissez Sophia? Les uns ou les autres? Les unes et les autres. Oui? Mal. Hein? Alors, Sophia, c'est la plus ancienne et la plus grande technopole d'Europe. Sophia, c'est actuellement environ 2500 entreprises. On n'est jamais capable de donner un chiffre précis parce que ça change tous les jours. Des sociétés qui arrivent, des sociétés qui sont bien, c'est un organisme vivant, Sophia, c'est très difficile de donner des chiffres précis puisqu'ils ne sont plus vrais la semaine d'après. C'est environ 38 000 personnes, c'est-à-dire une ville comme Antibes qui travaillent à Sophia. Ça va vous frapper. Le chiffre d'affaires de Sophia est supérieur au chiffre d'affaires de la totalité du tourisme sur la Côte d'Azur. Ce que peu de gens savent, est quand même assez Sophia, c'est un territoire qui a été créé il y a plus de 50 ans, puisqu'on a fêté les 50 ans de Sophia en 2019. Qui a été créé sur une idée, c'est
une idée qui était aussi bien basée sur la politique de décentralisation de l'époque, de la fin des années 60, qui était d'abord de permettre une décentralisation du savoir en province, qui n'était pas le cas. Et Sophia a profité de cette vague pour créer ce que Pierre Lafitte, qui a été à l'origine du concept, a appelé le quartier latin au Champ. Et maintenant, 52 ans après, qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste ce que je viens de dire, les chiffres. Il en reste une technopole qui a survécu à toutes les crises, qui a survécu, qui a tout naturellement, et qui a fait tout naturellement de l'informatique à l'intelligence artificielle, à chaque fois en créant des emplois et en s'adaptant et en montrant une résilience absolument extraordinaire. Je crois que c'est un des seuls territoires en France et en Europe qui ait cette capacité de résilience. Jusqu'à la crise du Covid, de la Covid, Sophia crée en solde net 1000 emplois par an, ce qui est le double ou le triple du meilleur de nos concurrents. Au moment de la crise du Covid, Sophia n'a pu créer que 200 emplois, mais cette année, enfin, l'année 2021, nous en avons créé 1500. Ce qui veut dire qu'il y a eu un rebond économique très fort sur Sophia. Et l'année 2022 est une année extrêmement prometteuse, puisqu'on est déjà au-delà de nos prévisions. Pourquoi? D'abord parce que Sophia est sur des domaines qui sont peu affectés par la crise qu'on a connue, puisque en fait, les domaines essentiels de Sophia, c'est l'informatique, le numérique, etc. Et maintenant, on est dans l'intelligence artificielle. Donc, on est dans le numérique n'a pas été touché par la crise, au contraire, bien au contraire. Et les biotech, qui sont un autre domaine où Sophia excelle, avec la création, depuis quelques années, d'un véritable cluster sur les biotech, à partir d'une défection d'une grande entreprise qui s'appelait Galderma, qui s'appelle toujours Galderma, qui avait implanté son centre de recherche européen à Sofia, pas ici, là, c'est juste. Et Galderma s'est un peu trompé dans ses orientations industrielles. Galderma, c'était le mélange de L'Oréal et de Nestlé. Et dans les biotech, ils s'étaient trompés. C'était sur le médicament. C'était pas bon. Donc, ils ont arrêté assez brutalement leur centre de recherche, c'était 600 emplois à peu près. Et c'est pas mal inquiété, et bien en mauvais tort, puisqu'en fait, ça a permis de recréer d'abord plus d'emplois que ceux qui avaient été détruits, et surtout de recréer avec de nouvelles entreprises, de nouvelles dynamiques sur les bibliothèques et l'attention de véritable cluster dans les bibliothèques. Et ça, c'est la belle histoire de Sophia, c'est la belle histoire de la résilience de Sophia. C'est que la principale richesse de Sophia, c'est son terreau humain. C'est-à-dire, c'est les femmes et les hommes qui travaillent à Sophia, c'est ça la richesse. C'est pas le bâtiment, c'est pas le climat, c'est pas l'aéroport. Ce qui nous fait avoir la réputation que nous avons à Sophia et le développement que nous avons à Sophia, c'est la richesse et la diversité du territoire. C'est ce qui nous a permis, quelques années auparavant, de surmonter le départ brutal de Texas Instruments, qui était installé à Villeneuve-Loubet et aussi sur Sophia, a brutalement décidé une décision on arrête, c'est pas intéressant, on n'est pas dans mon créneau. À l'époque,
ceux qui s'en souviennent, c'était le moment de la première crise financière. Et c'était aussi le moment où se passait l'épisode Boudière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si ancien pour se souvenir. La remarque de monsieur est. Oui. Sûrement d'accord. Et à l'époque, on avait une petite liste de l'époque, qui était Arnaud Monbeau, et qui ne nous a parlé, non à Sofia, que de Boudière, alors que au même moment, nous, on avait, Boudière, c'était 283 emplois, la France entière en parlait, Sofia, c'était 627 emplois de Texas. Personne n'en a jamais entendu parler. Tout le monde s'est mobilisé, y compris sur tout l'écosystème. Et cette défection de 627 emplois, actuellement, on a fait le compte assez précis à la fin de l'année dernière, c'est 3400 emplois. Et c'est surtout la création d'un cluster sur les véhicules intelligents, d'un cluster sur de deux ou trois, et l'arrivée de grands noms qui ont trouvé des équipes toutes faites ici et qui ont pu développer une activité très importante. Donc c'est ça Sofia, et c'est peut-être ce qu'avait imaginé sans le dire Pierre Lafitte lorsqu'il a lancé le concept. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait imaginé parce que ce genre de truc, ça se crée tout seul, ou ça ne se crée pas. En tout cas, le résultat est là. Le résultat, c'est un héros humain extrêmement riche, qui peut être lié au fait qu'il n'est pas désagréable de vivre dans des activités. Ça, c'est sur le peu. Et aussi, et c'est là-dessus que je terminerai, si vous avez des questions, c'est la création d'une espèce de nationalité sociopolitique. Là, je crois qu'on parle de sophipolitain, des sophipolitains parlent de sophipolitain, enfin, aux sophipolitains, mais c'est extrêmement original parce que ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Il n'y a pas de technopole équivalent de taille supérieure à cette carte qui est une nationalité. Donc, on a cette nationalité, je crois qu'il faut qu'on l'utilise. En tout cas, c'est une grande force de marketing. Et en plus, nous avons pris l'habitude de travailler ensemble, les collectivités, entreprises, universités, de travailler ensemble en se réunissant tous les 15 jours pour une gouvernance informelle, donc efficace, qui permet de gérer ça. Voilà, peut-être été un peu long, mais je pourrais en parler pendant des heures parce que ça fait plus longtemps que j'y traite avec Sofia est un sujet qui me passionne. Et vous savez, ça a un gros avantage de mettre les vieux comme moi dans des sujets comme Sofia, c'est que les vieux, d'abord, c'est pressé de le dire, pour des raisons évidentes. Non, mais je partage. Oui, c'est vrai. Oui. Et en plus, ça n'a en principe de place à prendre à personne. Donc, c'est prêt à être aussi humble que possible si c'est la réussite collective qui l'emporte. Merci. C'est l'ingénieur. Hein. Oui, merci, monsieur. On sent que vous êtes viscéralement attaché à Sofia. Vous avez peut-être pu faire partager pour des jeunes qui se sentiront peut-être encore plus politesse de Sofia quand ils rentreront ailleurs, en France, et qui seront toujours en tête qu'ils ont fait leurs études à Sofia, dans un lieu qui n'est pas seulement agréable à vivre et dans des locaux qui sont très beaux, mais également dans un environnement très porteur pour l'avenir industriel et économique du pays. Vous avez le bilan d'être des ambassadeurs de Sofia, mais autrefois, c'est pas si vieux que ça, il y a une dizaine d'années, il y avait seulement 10% des étudiants de Sofia qui trouvaient un boulot sur place. Et maintenant, il en manque 1000. Si vous voyez le delta. Hein.
Et par ailleurs, il y a une autre chose. Là, je vais reparler à un ingénieur. C'est que de notre temps, si j'ose dire, comme vous soyez un gamin par rapport à non, on verra après. On verra après, oui. Un ingénieur, il faisait un métier, il rentrait dans un moule, il choisissait dans la carrière, il choisissait une direction. Il y avait des spécialités dans les écoles, on était chimiste, on était constructeur, on était métallique, on choisissait, on allait dans une direction. Vous avez une chance extraordinaire, c'est que pour la plupart d'entre vous, vous allez pouvoir vous fabriquer votre propre métier et inventer votre propre métier. Et c'est là que l'art de l'ingénieur doit être efficace. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'ingénieur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui appuie sur un bouton et qui fait des calculs compliqués, et qui fait de la programmation. Bien sûr, il faut. Mais l'ingénieur, c'est quelqu'un qui a une imagination et qui est capable d'exercer une forme d'art. D'ailleurs, ça s'appelait autrefois l'art de l'ingénieur. Mais c'était plutôt pour l'art de l'ingénieur, lorsque Gustave Eiffel construisait la Tour Eiffel ou d'autres ouvrages. C'est simplement parce qu'il faut oublier que vous travaillez sur des ordinateurs et revenir peut-être au temps de la règle à calcul, qui nous permettait d'avoir quelque chose de fondamental dans le métier de l'ingénieur, qui est le sens de l'ordre de grandeur. Et que malheureusement, la pratique de l'ordinateur a un peu tué, parce que l'ordinateur, c'est facile, ça fait tas de calculs, plein. L'intelligence artificielle, ça ne sort pas mieux. Moi, personnellement, ça m'a permis de savoir combien mesurer l'infini. J'ai le droit d'une anecdote personnelle. À condition que ce ne soit pas trop long, Monsieur le Président, parce que nos étudiants sont mobilisés jusqu'à 15h30. Il est déjà 14h30. Bon, je vous la livre c'est juste pour vous avertir que le temps passe. Il passe malgré lui. J'ai une vie professionnelle, c'est une vie d'ingénieur français. Et je conseillais une grosse entreprise française qui devait construire les grandes tours de Dubaï. Donc, ils sont fondés sur des pieux causés d'un bureau chez nous. Et puis, on m'a appelé en me disant c'est catastrophique, on a fait le calcul sur ordinateur, ça va tasser de 13,4 cm au 100, c'est inacceptable par la structure, on ne peut pas couper. Donc, la clé, c'est que pour arriver à ce tassement, on avait l'outil, ils avaient modélisé avec un sol semi-infini, et donc les tout petits tassements de raccourcissement élastique ou des fluages des pieux en temps qui utilisaient dans le chez si vous faites la sommation d'epsilon par semi-infini, ça donne 13,8. Pardon. Merci. Alors, donc, on pourra enchaîner. Oui, alors donc, moi je vais peut-être oublier, parce qu'on a une belle présentation, mais l'informatique est installée, on ne peut pas basculer, donc on a zappé la présentation, mais j'ai quand même oublié de me présenter en étant ingénieur de formation également, et président des IUSF Côte d'Azur pour encore quelques... Donc, tout de suite, je vais passer la parole à notre conférencier, donc Jean-Paul Breich, qui est diplômé de l'École nationale supérieure des arts et métiers, des arts pour faire bref, et qui a exercé au groupe EDF en 82, qui a occupé ensuite plusieurs postes dans des domaines de distribution, avant de rejoindre la direction production et transport du gaz de France pour piloter les premiers travaux sur les risques technologiques majeurs liés au transport de gaz dans les canalisations à haute pression. Il a ensuite rejoint la direction marketing du groupe. Il s'est occupé de différents secteurs,
À partir de 1998, il a été responsable du développement des premières centrales électriques construites par Gaz de France. Et ensuite, il est devenu directeur général du MEDIS. En septembre 2007, il a rejoint le Centre de recherche et d'innovation de gaz et des énergies nouvelles Trigène GDF, Suez, où il développait notamment des nouvelles activités dans le domaine de la capture, le transport et le stockage du CO2. À partir d'avril 2010, il a occupé la fonction de directeur scientifique au sein de la direction de recherche et technologie d'Engie. Il y anime un ambitieux programme de développement pour le Power to Gas de l'hydrogène. Depuis son départ d'Engie fin 2017, il est consultant dans le domaine de l'énergie, plus particulièrement dans celui qui nous intéresse aujourd'hui, l'hydrogène. Il a créé en 2010, au sein de l'ATE, le club stockage d'énergie qu'il a présidé pendant plusieurs années. Il est vice-président d'AFIPAC, France Hydrogène, entre 2016 et 2019. Il est membre du conseil scientifique de l'EXTA, de Gazard, et il est administrateur de la société Saint-Louis. Membre de la société Altaway en qualité de président de l'UCAP Altaway. Il représente également InnoEnergy au bord d'Ici. Et il est membre de Business Angel il est compétent, je pense, très compétent pour nous parler aujourd'hui de l'hydrogène et je lui cède tout de suite la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. En tout ça, pour un moment, une fois que j'ai fait une carrière complètement atypique, du marketing, scientifique, technique, etc. D'ailleurs, pour juste me définir, et tout ça, c'est une invitation. Donc, dans votre métier, faites ce que vous avez envie de faire et essayez de diriger votre carrière par vos centres d'intérêt et pas par la gestion, de planification d'une quelconque carrière. D'ailleurs, une collègue, une amie qui d'ailleurs a créé Human Venture, qui est une société qui s'appelle Valérie Blanchot-Compote, la Sophie Antipolis m'a dit un jour, tu es un insecte piqueur. Certains voient en toi un moustique irritant, ils diront que tu es indépendant, incontrôlable, dangereux. D'autres voient en toi une abeille pollinisatrice et diront que tu es autonome, créatif, capable, entreprenant. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, quand vous faites une carrière comme ça, ne fait pas en décalage de phase, c'est pas toujours facile à gérer parce que vous avez souvent des détracteurs et heureusement beaucoup de sponsors. Et d'ailleurs, l'hydrogène, si vous voulez, je vous parle une minute, l'hydrogène Engie, c'est 50 ans d'histoire apportée par Gaz de France, l'hydrogène. Engie 2010, le groupe s'arrête à arrêter toute activité dans le domaine de l'hydrogène. Bon, faisons jouer mes contacts au sein du COMEX. Je leur explique que ce n'est pas possible. À la fin, on me dit c'est pas possible. OK, j'ai sauvé une petite équipe, un petit budget pendant 3 ans. 2010-2013, on m'a dit l'hydrogène, pourquoi tu dépenses de l'argent dans un truc fondateur? 2013-2015, les mêmes me disaient finalement, tu as peut-être raison, mais c'est pour 2050. Et le virage s'est fait en 2015, lorsqu'Isabelle Cocher a préparé la prise de fonction à la direction générale. J'avais un quart d'heure pour lui parler de l'hydrogène. La première chose qu'elle m'a dit, oui, mais l'hydrogène, c'est pour du très long terme. Là, je lui ai dit, non, Isabelle, l'hydrogène, c'est pour demain, et les décisions stratégiques se prennent aujourd'hui. 2 heures, j'ai fait ma pitch d'un quart d'heure. 2 heures après, son assistant m'appelait et me disait, Isabelle veut avoir un entretien tête-à-tête avec vous sur l'hydrogène dans la semaine. Ça a duré 1h30, elle m'a dit, on reprend rendez-vous la semaine prochaine dans le même format, et voilà les sujets que je souhaite que vous éclairiez. Voilà, donc, et ça a été un point de bascule. Et en fait, ce que j'ai vécu au sein d'Engie sur l'hydrogène, c'est ce que j'ai vécu aussi dans les différents instants, parce que j'étais très proche du CEA, très proche des équipes, entre guillemets, proches du gouvernement qui préparaient le plan d'hydrogène. On a vécu exactement ce schéma. Alors, on va revenir plutôt maintenant à la thématique de. Il faut que j'appuie sur le champ. Oui. Non, c'est très bien. Non, c'est pas ton score. Bon, c'est pas ce que tu vois. Ah, voilà. Alors, vous avez une formation scientifique, donc je ne vais pas beaucoup m'attarder sur la définition de ce qu'est l'hydrogène, c'est juste quand même un petit retour. L'hydrogène, c'est, en gros, l'élément le plus léger de l'univers. Numéro 1, le tableau périodique.
un proton, un électron. Donc, c'est le plus léger, c'est le plus abondant dans l'univers. On lui connaît que 2 isotopes, le deutérium et le tritium radioactif, qui est très rare. Par contre, on ne le retrouve jamais seul. Il est toujours associé soit à un autre atome d'hydrogène pour former un gaz qui s'appelle le dihydrogène, qui va nous intéresser aujourd'hui, ou avec de l'oxygène pour faire de l'eau, ou avec du carbone pour fabriquer des hydrocarbures, voire avec de l'azote pour fabriquer de l'ammoniac. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, c'est un gaz extrêmement léger, c'est le plus léger qu'on connaisse, il est inodore, il est incolore, il est non toxique. Alors, à titre d'anecdote, une société qui n'est pas très loin d'ici, à Toulon, qui s'appelle la Comex, que vous connaissez peut-être, spécialisée dans les plongées profondes, au-delà de 400 mètres, les plongeurs de la Comex respirent un gaz qui s'appelle l'hydrox, 98% d'hydrogène, 2% d'oxygène. Parce qu'à ces pressions-là, 50 bar, le gaz toxique, c'est l'oxygène. Et on verra d'ailleurs, on parle souvent de la dangerosité de l'hydrogène, mais l'oxygène est beaucoup plus dangereux que l'hydrogène. Alors, bien sûr, un de ces inconvénients, c'est de présenter une très large plage d'inflammabilité. Si on compare au gaz naturel, en gros, il est inflammable dans une composition dans l'atmosphère entre 4 et 76%. Il s'inflamme très facilement. Il peut être détonnant dans un espace fermé, mais par contre, un des gros avantages, c'est que sa flamme ne rayonne pas dans l'infrarouge, c'est-à-dire que vous pouvez être à côté d'un incendie d'hydrogène, vous ne serez pas brûlé. C'est un gaz qui est extrêmement dense énergétiquement, puisque c'est à peu près le gaz qui contient le plus d'énergie au kilo, 2,5 fois plus d'énergie qu'un kilo de méthane. Par contre, comme il est très léger, 1 mètre cube à la pression normale, pour les conditions normales de pression et de température, contient 3 fois moins d'énergie que le méthane. Donc, vous allez comprendre plus tard que pour pouvoir l'embarquer, il va falloir le comprimer pour qu'il ne prenne pas trop de place. Et là, je vous ai mis 2 plaques parce que, à l'occasion de vos déplacements sur l'autoroute, vous pourrez voir derrière les camions ces plaques avec l'hydrogène comprimé, voire de l'hydrogène liquide, puisqu'on roule sur les autoroutes. Vous pouvez doubler sur l'autoroute à 6 des camions qui transportent de l'hydrogène liquide. Alors, on va peut-être revenir un petit peu sur son histoire, parce que c'est toujours intéressant de regarder l'histoire. L'hydrogène, il a été découvert par un scientifique anglais, Cavendish, en 1766. Et à ce moment-là, il a découvert ce gaz. Vous savez, c'était l'époque florissante de la chimie, où on trouvait à peu près tout ce qui existait. Bon, il a fallu attendre pratiquement 1783 pour qu'il reçoive un nom qui lui a été donné par Lavoisier, qui s'appelait, et il lui a donné le nom d'hydrogène. Et pourquoi? Parce que c'est le gaz qui, en brûlant, donne de l'eau. Hydrogène, mais génère de l'eau. Voilà. Mais regardez, très tôt, l'hydrogène, on l'a utilisé dans la mobilité. 1783, au même moment, le premier ballon captif à hydrogène. On a commencé à penser, on était dans le monde plus léger que l'air. On parle aujourd'hui beaucoup d'électrolyse, mais la première électrolyse de l'eau, c'était aussi l'époque où on parlait beaucoup d'électricité. C'était toute l'épopée des grandes découvertes à l'époque où d'ailleurs la notion de principe de précaution était assez limitée. On testait tout. Hein. Des fois, ça ne se passait pas bien. Enfin bon, peu importe, on n'avait pas peur, on essayait. En 1800, la première électrolyse de l'eau a été faite. Vous vous rendez compte? On a déjà commencé à utiliser l'hydrogène comme combustible. Dans ces espèces de véhicules qui ressemblaient aux véhicules de tuyaux à vapeur, le premier véhicule qui fonctionnait avec de l'hydrogène, c'était un véhicule à vapeur, une chaudière qui fonctionnait avec de l'hydrogène. La première pile à combustible, dont on ne reparlera qu'à partir de 1960 avec le programme Apollo, elle a été inventée en 1839. Vous voyez un petit peu l'histoire. Le moteur thermique fonctionnant à l'hydrogène, 1863. Un accident, 1937, Lénarbourg. Alors, bon, en fait, l'hydrogène n'y est pas pour grand-chose, contrairement à ce que. Il y a un excellent rapport américain qui a été publié à Vienne dans les années 80 qui montre que le principal problème, c'était l'enveloppe du dirigeable qui était composée de cellulose et de poudre d'aluminium, c'est-à-dire dit les meilleurs carburants solides pour moteur fusée. L'hydrogène liquide, on voit apparaître à partir de 58 sur les moteurs de fusée. Et d'ailleurs, la Saturne 5, Ariane, aujourd'hui, les grandes fusées utilisent de l'hydrogène liquide pour se propulser, notamment parce qu'il y a une très grande vitesse d'impulsion, puis en plus, on a toujours nos 3 fois plus d'énergie au kilo.
La pile à combustible dans la mobilité, dont on parle aujourd'hui, premier véhicule, 1966. Vous voyez, c'est toujours l'histoire. Alors, anecdotiquement, les sous-marins, un point extrêmement important, c'est 1911, l'ammoniac, la synthèse de l'ammoniac. Alors, pourquoi? Parce que quand on prend de l'hydrogène et de l'azote, les Haber-Bosch, deux physiciens, Haber et Bosch, deux physiciens allemands, ont mis au point la synthèse de l'ammoniac. Alors, très honnêtement, leurs travaux n'avaient rien de pacifique à l'époque. Néanmoins, il fallait se replonger dans l'histoire. En 1900, au début du siècle, 1900-1910, on s'interrogeait à l'époque si on n'allait pas assister à une famille mondiale qui allait à peu près entraîner la mort de la moitié de la population sur Terre. Pourquoi? Parce que les plantes ne peuvent pas, dans leur croissance, absorber l'azote atmosphérique. Elles ne peuvent absorber que de l'azote qui a été soit issu de plantes en décomposition ou d'animaux en décomposition. Et en fait, on assistait à l'épuisement des gisements de goénaux et on s'inquiétait. Et en fait, la synthèse de l'ammoniac a sauvé, entre guillemets, l'humanité. Et depuis la moitié du 19e siècle, 20e siècle, 1950, la courbe de croissance de la population sur Terre et la courbe de croissance de la production d'ammoniac se superposent. Ça a été un état clé. Et d'ailleurs, on va le voir, l'ammoniac est la principale utilisation industrielle aujourd'hui de l'hydrogène. Et puis l'histoire se continue pour arriver à des véhicules. Donc c'était important. On va voir également que l'hydrogène. Bon. Alors maintenant, la question c'est où trouve-t-on l'hydrogène? Alors l'hydrogène gazeux est très rare sur Terre. La Terre produit énormément d'hydrogène, mais apparemment, on ne sait pas la retenir, contrairement au gaz, au pétrole, etc. Enfin, tout le moins, on le croyait, jusqu'à des découvertes et des travaux récents sur un sujet qui s'appelle l'hydrogène naturel, dont on pourra peut-être parler dans les questions-réponses, mais je ne développerai pas dans l'intervention. Il faut donc l'extraire de molécules riches en hydrogène. Et aujourd'hui, quelles sont les molécules riches en hydrogène? C'est l'eau, H2O, 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, et en général, on va l'extraire avec de l'électricité par un processus dit d'électrolyse. 2 électrodes dans un bain. Et les hydrocarbures, de structure CnHn, l'hydrocarbure le plus riche en hydrogène, c'est clairement le méthane, qui est le principal composant du gaz naturel, 4 atomes d'hydrogène pour 1 atome de carbone, et aujourd'hui, d'ailleurs, ça représente pratiquement, le gaz naturel, c'est la moitié de la production d'hydrogène dans le monde pour le moment. Le méthane est abondant sur Terre, il est peu cher. Alors bon, on va sortir du contexte de crise actuelle qui est un cas un peu particulier. Et puis, donc, on avait un certain nombre de réactions qui permettent à chaque fois d'extraire de cet hydrogène de l'eau. Je vais m'arrêter une minute sur la première qu'on appelle le gaz à l'eau, qui est la réaction du charbon avec de l'eau pour faire de l'hydrogène. En fait, vous êtes tous trop jeunes pour avoir connu ce qu'on appelle le gaz de vie. Le gaz de vie, c'était quoi? C'était ce qui a été développé à partir du début du 19e siècle, déjà pour des raisons environnementales, pour sortir le charbon du cœur des villes, l'amener en banlieue et le transformer dans un gaz que je pouvais acheminer vers le centre des villes. Et déjà là, l'hydrogène était vrai, parce que le charbon, c'est jamais du carbone pur. Il faut savoir que le gaz de vie qui a été distribué en France jusqu'au début des années 70 contenait 66% d'hydrogène, 10% de monoxyde de carbone. C'est d'ailleurs pour ça qu'on pouvait se suicider au gaz à l'époque. Maintenant, n'essayez pas de vous suicider au gaz. Vous avez toutes les chances de faire sauter l'appartement du voisin, pas le vôtre, celui du voisin. Et c'était un infâme mélange de butane, méthane, butane, éthane, éthylène, etc. Mais c'était le gaz de ville. Et le gaz, à l'époque, n'était pas une énergie primaire, c'était un vecteur énergétique de la transformation du charbon. La production d'hydrogène à partir de cette réaction charbon plus eau représente encore 18% de la production mondiale d'hydrogène, notamment dans des pays qui ont des ressources en charbon importantes, comme l'Australie, la Chine, l'Afrique du Sud. Alors bien sûr, les émissions de CO2, ce n'est pas très correct. Donc aujourd'hui, ces projets sont souvent adossés avec des installations de CCS, capture, transport, stockage souterrain du CO2, enfouissement notamment dans des gisements des PTP.
La deuxième réaction, bien sûr, la plus répandue dans le monde aujourd'hui, c'est de faire réagir du méthane avec un hydrocarbure et d'extraire, en gros, l'hydrogène. Alors, en fait, on fait réagir les deux et on récupère l'hydrogène qui vient du méthane, mais également de l'eau. C'est la plus répandue. L'inconvénient, alors ça, c'est les valeurs d'émission de CO2, là, c'est dans l'hypothèse un rendement théorique de 100%. Dans la réalité industrielle, tous les procédés ont des rendements qui sont inférieurs à 100%. La réalité, c'est que le steam reforming, et c'est un des enjeux actuels, un des problèmes que nous devons résoudre actuels, c'est que pour 1 kg d'hydrogène produit, on émet 10 kg de CO2. Donc là, il y a un enjeu de décarboner cette industrie. Bon, je vais passer sur la Terre. On arrive à l'électrolyse, bien sûr, elle consomme de l'électricité. L'hydrogène, il est toujours vert, bien entendu. Il n'y a pas de carbone dans l'hydrogène. Quand on dit de l'hydrogène vert, ça veut dire que l'électricité qu'on a utilisée a été faite avec de l'électricité non carbonée, non émettrice de CO2 fossile. Et puis quelques trucs, un truc que souvent vous ne connaissez pas, c'est que l'industrie du chlore fabrique du chlore par électrolyse d'eau salée, de saumure. Alors quand vous remplacez l'eau pure par de l'eau extrêmement salée, à l'anode, au lieu d'avoir de l'oxygène, vous avez du chlore. Ça, c'est l'objectif. Et à la cathode, vous avez toujours de l'hydrogène. Et c'est ce qu'on appelle l'hydrogène fatal, qui est, en général, ils essaient de le vendre. Et quand ils ne le vendent pas, ça finit dans la chaudière du chimiste pour faire de la vapeur, parce qu'en général, ce sont des très gros consommateurs de vapeur. On a bien sûr essayé d'extraire l'hydrogène. On essaie, il y a des projets de ce type, d'extraire l'hydrogène du méthane sans passer par la voie CO2, pour obtenir directement du carbone. Alors, il y a différentes solutions, notamment des plasmas, sauf que là, on perd pas mal d'énergie parce que l'énergie que vous laissez dans le carbone, il n'est pas récupérable, mais c'est le prix à payer pour être fertile au niveau d'environnement. Alors, quelles sont les principales utilisations de l'hydrogène actuelles ou historiques? C'est essentiellement des usages industriels de matières premières. Le premier usage, de loin, c'est la production d'ammoniac. 53% de l'hydrogène produit dans le monde est destiné à l'ammoniac. Aujourd'hui, le marché mondial de l'ammoniac, de l'hydrogène, c'est à peu près entre 60 et 80 millions de tonnes. C'est 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. 53%, c'est l'ammoniac. Le deuxième marché, c'est le raffinage. Alors pourquoi utilisons de l'hydrogène dans le raffinage? Pour extraire le soufre de pétrole de plus en plus lourd, mais aussi parce qu'on a besoin, dans les molécules, d'apporter de l'hydrogène en certains points. Le troisième secteur, c'est l'industrie chimique, la fabrication du méthanol, et puis toute une série de plastiques, notamment dans le secteur de… ça ne paraît pas comme ça ici, mais en fait, c'est un peu caché ici. Un des grands secteurs, c'est l'agroalimentaire. Quand vous prenez de l'huile végétale et vous l'hydrogénez, c'est comme ça que vous produisez de la végétaline ou de la margarine, par des hydrogénations de d'huile. Qui n'ont pas très bonne réputation, ça bouche les vaisseaux. Enfin, bon, dans la nourriture animale, en général, on les mange avant qu'ils décèdent d'une crise cardiaque. Bon, c'est pas grave. Ensuite, vous avez tous les procédés industriels qui vont du traitement des métaux, l'électronique, etc. Donc, tout ça, ce sont des usages industriels. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens qui s'intéressent à cette molécule ne s'intéressent pas à son contenu énergétique, mais s'intéressent à la matière. Donc, ils achètent du kilo d'hydrogène et pas le mégawattheure d'énergie que contient l'hydrogène. D'ailleurs, c'est la cartographie, là, vous donne un petit peu, je dirais, par la taille des bulles, par les débits, on retrouve ces différents segments. L'espace est un point rouge, parce qu'effectivement, comme on l'a dit, les vaisseaux voient l'hydrogène liquide, c'est peut-être le seul application énergétique que l'on avait dans le passé. Alors ça, c'est la situation passée, c'est encore la situation d'aujourd'hui, c'est certainement pas la situation de demain. Pourquoi, et en particulier, vous avez vu qu'il n'y a quasiment pas d'utilisation énergétique, sauf dans le cas du spatial. Alors, et pourtant, je dirais, l'hydrogène et l'énergie, si vous avez, j'espère, en tant que vous avez tous lu Jules Verne, parce que bon, difficile quand on s'intéresse de ne pas lire Jules Verne, et dans l'île mystérieuse, en fait, on ne va pas le lire maintenant, mais Jules Verne, en 1874, expliquait que l'hydrogène était l'énergie du futur, etc. Alors pourquoi il ne s'est pas développé? Pour une raison assez simple,
c'est que l'hydrogène, finalement, c'est quoi? C'est un gaz combustible, comme le gaz naturel. Ça ressemble étrangement au gaz naturel, sauf que le gaz naturel, il est présent dans le sous-sol, il est relativement facile à extraire, il est peu cher, il est plus facile à transporter, il est plus facile à stocker, il est plus facile à utiliser. Et en plus, on produisait l'hydrogène à partir du gaz naturel. Donc, en gros, il avait un concurrent terrible, qui est le gaz naturel. Les enjeux environnementaux, vous projetez 20 ou 30 ans en arrière, la question des émissions de CO2, c'était balbutiant, premier rapport du GIEC. Donc, en fait, le fait que quand on brûle du gaz naturel, on émet du CO2, ce n'était pas un sujet. En dehors de, je dirais, quelques crises conjoncturelles, alors bien sûr, ça prend une dimension toute particulière ces derniers jours, mais l'abondance des ressources et leur accès à l'énergie à l'échelle mondiale ne posait pas vraiment de problème. Ensuite, comme c'était une énergie de stock, ça permettait dans les centrales électriques de produire de l'électricité juste à temps, quand le client avait besoin d'elle. Avec les ENR, qui sont non programmables, variables, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire briller le soleil ou souffler le vent quand le client a besoin d'élect. Ça avait problème. Bon, pour la mobilité, c'était assez anecdotique. Les trains, ils marchaient soit branchés sur des caténaires ou alors au diesel, etc. Voilà. Donc, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à produire de l'H2 à partir du gaz naturel pour l'utiliser comme du gaz naturel. Sachant qu'il faut toujours avoir en tête une équation assez simple. À chaque fois que vous faites une transformation d'une énergie dans un autre mode d'énergie, il faut investir des CAPEX, des investissements. Ça génère des coûts d'exploitation, des OPEX, et la thermodynamique vous explique que ça génère des pertes. C'est-à-dire que lorsque vous avez des CAPEX, des OPEX et des pertes sur un des plateaux de la balance, pour que l'opération ait du sens, il faut trouver sur l'autre plateau des bénéfices. Alors les bénéfices, ça peut être plus facile à transporter, plus facile à utiliser, plus facile à stocker, éventuellement présentant une analyse du cycle de vie global plus respectueux de l'environnement, mais si vous ne trouvez pas de bénéfice, l'opération n'a pas de sens. Alors, qu'est-ce qui a changé? En gros, c'est clair que les réductions de CO2, les émissions de CO2 dans l'atmosphère sont devenues un enjeu mondial. Et ça c'est un deuxième critère important, c'est que la qualité de l'air dans les agglomérations qui sont de plus en plus peuplées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez que 66% de la population mondiale vit dans des villes et pas à la campagne. Et désormais un enjeu de politique de santé à l'échelle mondiale. Ensuite, c'est clair que les énergies fossiles sont dans une dynamique de raréfaction et leur accès est de plus en plus difficile dans un monde de plus en plus belliqueux. Donc, il y a quand même des enjeux géostratégiques extrêmement importants. Ensuite, bien sûr, tous ces enjeux portent la place croissante qui est donnée aux énergies renouvelables, mais qui malheureusement sont variables et non stockables. Je ne sais pas stocker le vent, je ne sais pas stocker le soleil, je ne sais pas stocker les courants marins, et l'eau un peu dans des barrages, mais pas très longtemps, parce que faut savoir que l'eau, quand même, pour 1 kWh, c'est 1 mètre cube, et 400 mètres de dénivelé, ça prend beaucoup de place. Très difficile de noyer des vallées pour faire des barrages, dans certaines régions du monde. Et ça nécessite donc de développer des capacités de stockage d'électricité. Le stockage d'électricité, c'est quand même compliqué, on y reviendra. D'où l'intérêt de convertir cette électricité, de convertir ces énergies dans une forme que l'on va pouvoir stocker en très grande quantité durant de très longues périodes. Et c'est là où on va voir que l'hydrogène joue un rôle important. Voilà. Alors, quand on est en France, alors après, on est pro ou anti-nucléaire, etc., peu importe, on bénéficie quand même d'un mix énergétique qui est un des plus décarbonés d'Europe, après les pays nordiques, bien sûr, qui, eux, sont fondés sur de l'hydroélectricité. Mais on ne s'appelle pas tous la Norvège, on ne s'appelle pas tous la Suède, on ne s'appelle pas tous le Québec. Néanmoins, en France, avec un mix largement fondé sur le nucléaire et l'hydroélectricité, on a un des mix les plus décarbonés. Alors, quels vont être les grands marchés de demain de l'hydrogène? Alors, bien entendu, les marchés de l'industrie vont rester. On ne va pas avoir des croissances phénoménales de consommation nouvelle d'hydrogène. Ce n'est pas parce que je vais avoir d'hydrogène vert et décarboné que je vais faire 2 fois plus de végétaline.
C'est-à-dire que c'est un marché qui croît plus ou moins au rythme de la croissance mondiale. Le véritable enjeu sur ce marché, c'est de produire autrement l'hydrogène pour réduire l'impact environnemental de sa production. Alors, il y a néanmoins, dans le domaine des applications industrielles, deux axes aujourd'hui qui sont porteurs de consommation nouvelle. C'est l'abandon du charbon dans la sidérurgie, et au fourneau, au profit d'une filière qui s'appelle le DRI, le Direct Reduction Iron, ou la production d'hydrocarbures de synthèse en combinant de l'hydrogène avec du CO2. Alors, la sidérurgie, ça c'est clair qu'il y a des grands projets, des grands débats aujourd'hui se posent sur l'intérêt des e-fuels. Alors, probablement pour certains marchés qui n'auront pas accès aux technologies de l'hydrogène liquide ou de l'électrification massive. À un moment, on a pensé que les avions pourraient être consommateurs pendant très très long terme, pendant très longtemps, de carburant de synthèse non fossile, e-fuel. Mais en fait, la détermination des grands constructeurs comme Boeing ou Airbus de s'engager pleinement dans l'hydrogène, aujourd'hui, repose question sur l'avenir des fuels. Bon. La mobilité. Alors là, vraiment, la mobilité, et on va y revenir, c'est vraiment le segment d'activité qui va être porteur de consommation nouvelle d'hydrogène. Alors, ça va commencer par de la mobilité lourde pour diffuser de plus en plus, mais on va y revenir donc plus en détail. Le vrai marché de croissance de la consommation d'hydrogène dans le monde, c'est la mobilité. Ça sera également le vecteur d'importation d'énergie renouvelable décarbonée. Aujourd'hui, vous prenez un pays comme l'Allemagne, qui a jusqu'à aujourd'hui renoncé au nucléaire. Le Japon, qui n'a pas bien réussi dans le nucléaire. Ces pays n'ont pas suffisamment de ressources énergétiques sur leur territoire pour décarboner massivement leur économie. Quand on dit décarboner, ce n'est pas uniquement le mix électrique, hein. C'est le mix électrique, plus les usages thermiques dans le bâtiment et autres, plus dans l'industrie, plus la mobilité. Ces pays n'ont pas suffisamment d'énergie renouvelable sur leur territoire pour décarboner massivement leur économie, et donc ils sont condamnés à importer massivement des énergies renouvelables produites dans d'autres régions du monde où il y a des ressources importantes et peu de consommateurs. Donc, quand vous voulez faire, aujourd'hui, l'hydrogène est un excellent candidat pour importer cette énergie. Le monde peut changer très vite, hein. Actuellement, ce qui s'est passé ces dernières semaines a rompu des grands équilibres. Nous retournerons vers d'autres équilibres. Le chemin et ce que seront les autres bons équilibres, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment le dire. Alors, bien sûr, après, on peut évoquer ce qu'on appelle le power, to power, en fait, qui est du stockage d'énergie. En fait, le stockage d'énergie, moi, lorsque je présidais le club stockage d'énergie daté de juin, plusieurs études qu'on appelait BEPS 1, 2, 3 et 4, etc., ont montré que, par exemple, en Europe, en France, pour que le stockage d'énergie devienne une véritable nécessité, il faut que les énergies renouvelables variables et non programmables représentent au moins 30 à 40% du mix électrique. En dessous de ces valeurs, on tirera parti de la flexibilité des outils, y compris des centrales nucléaires, pour faire du suivi de charge. On a besoin tant qu'on n'aura pas un taux de pénétration des énergies variables non programmables à des seuils d'au moins 30%, le besoin de stockage restera marginal. Alors, à quel rythme va se développer ce marché? Alors, si on se réfère à un rapport du WEC, World Energy Council, représenté en France par le Comité français de l'énergie, en fait, on est à peu près aujourd'hui sur un marché qui est mondial d'environ 100 millions de tonnes. Selon les ambitions environnementales qu'on a sur le réchauffement du climat, qui va directement piloter les nécessités de transporter des énergies renouvelables d'un point à l'autre de la planète, on pourrait passer, en gros, on pourrait voir dans le scénario le plus ambitieux qui est limiter le réchauffement à 1,8 degré, à une multiplication environ par 6 des besoins d'hydrogène mondiaux, principalement comme vecteur de transport d'énergie renouvelable. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est dans quel secteur? Alors, si on se réfère à une étude qui a été faite par McKinsey pour l'hydrogène council, ça va toucher bien sûr la production d'énergie, mais on voit assez tard dans l'histoire.
Là, les transports, maintenant, vous pouvez, si vous lisez la presse, si vous vous intéressez au sujet, tous les jours, il y a des annonces de projets autour de bus, autour de bennes à ordures, autour de trains, autour de flottes de taxis. Un peu plus tard, probablement pour les véhicules légers, parce que se posera la question des domaines d'excellence entre les batteries, l'hydrogène, etc. Ça va arriver. L'industrie, le bâtiment, on voit un mélange hydrogène-gaz-nat, pourquoi pas, mais l'hydrogène pur, c'est pour beaucoup plus tard. Et bien sûr, on voit bien la place dans l'industrie. Mais voilà un petit peu la roadmap qui est vue par les industriels sur ce que pourrait être l'arrivée progressive des différentes applications de l'hydrogène avec, en gros, l'atteinte du mass market qui correspond à peu près à des horizons qui s'étalent d'aujourd'hui à 2050. Alors, quelle place l'hydrogène dans la mobilité? Alors, en fait, la vraie question, ça va être la segmentation du marché entre les batteries et les piles à combustible. La réponse, elle est que ça dépend. En gros, ce marché est en train de s'élever par les limites des batteries. Les batteries sont lourdes. C'est lourd. Et puis, deuxièmement, c'est lent à recharger. Parce qu'on aura des batteries de plus en plus performantes qui embarqueront de plus en plus d'énergie et qui auront des temps de recharge de plus en plus courts. Sauf qu'il ne faut pas négliger ce qui se passe en amont. En amont, les lois de la physique nous disent que l'énergie, c'est le produit de la puissance par le temps. Donc, je veux réduire le temps, il faut que j'augmente la puissance. Et aujourd'hui, les infrastructures électriques, la puissance, c'est le diamètre du câble, et le diamètre du câble, c'est des euros. Donc, plus je vais aller vite, plus ça coûte cher. Et aujourd'hui, vous pouvez faire le calcul, vous allez sur le site d'une société, par exemple, de charge rapide comme Ionity ou Zivia, etc. Et si vous voulez faire un plein de 100 km en 15 minutes sur une borne Ionity, ça vous coûte plus cher qu'un plein d'essence SP98 à 2 euros. En gros, le véhicule électrique à batterie, c'est bien. Pour ce petit segment, l'urbain, le véhicule léger, où je roule peu, souvent mais peu, et elle passe la nuit à se charger. Mais dès que je veux, et là, vous pouvez faire des... Qui a une voiture dans la salle des étudiants là? D'accord. Qui a une voiture électrique à batterie? D'accord. Vous en êtes content? Et vous avez un usage essentiellement urbain? Vous faites des distances de 500 km ou pas? Non, voilà. J'avais une discussion, c'est assez illustratif. J'avais une discussion pas plus tard que la semaine dernière avec un ami qui est patron d'une agence d'intelligence économique qui travaille actuellement pour Total Energy sur le déploiement des bornes de recharge rapide sur les autoroutes. Qui pendant une demi-heure, vous voulez choisir que je bosse avec lui, il m'a inventé des voitures à batterie. À la fin, je lui ai dit, oui, mais attends, dis-moi, qu'est-ce que tu as comme voiture? Il m'a dit, moi, j'ai un break Volvo diesel. Elle dit, tu comprends, j'ai une famille, 4 enfants, c'est pas possible une voiture à batterie. Mais c'est le problème de véhicule à batterie aujourd'hui, c'est que quand on discute avec les gens, c'est bien, mais pour le voisin. Alors, bien sûr, plus on va aller vers de la longue distance, plus on va aller vers des usages intensifs, plus on va aller vers des véhicules lourds, plus on va toucher les limites des batteries. Donc, on voit assez... Alors, pourquoi aussi ça se développe plutôt sur les véhicules lourds? Parce que vous imaginez qu'un véhicule, aujourd'hui, la dernière génération de voitures hydrogène qui ont été sorties par Toyota et Hyundai, on est à 800 grammes au 100 km. Donc, vous allez voir celui qui veut construire une station-service, 1,5 million d'euros. Hein. Il dit, ouais, je veux bien construire ta station, mais tu as combien de voitures qui vont venir le faire le plein? Ah, c'est pas beaucoup. Hein. Non, pas de voiture, pas de station, pas de voiture. Alors, à côté de ça, vous avez la SNCF, avec la région, par exemple, Occitanie, vos voisins à l'ouest, qui achètent 3 trains, 300 kg par jour par train, 1 tonne par jour. Tout le monde se bat pour faire la station. Donc, ça va commencer par des véhicules lourds. Ou des flottes intensives. Par exemple, en région parisienne, il y a une société qui s'appelle la Société des taxis électriques parisiens qui a créé une filiale qui s'appelle AI, qui utilise des bus, des taxis à hydrogène. Alors aujourd'hui, leurs actionnaires, c'est Total Energy, c'est Air Liquide, c'est Toyota, etc.
qu'est-ce que vous dit un chauffeur de taxi? Il vous dit, vous savez, moi, je gagne de l'argent quand je roule, pas quand je suis en train de me recharger. Ils ont acheté des voitures électriques au départ, c'est la perte de 2 courses par jour. Par recharge. 2 courses par jour, c'est la marge de la journée pour un chauffeur de taxi. Quand je suis un chauffeur de taxi, il y a des courses que je n'ai pas le droit de louper. Je suis à Paris, mon client monte dans la voiture, il va aller à Beauvais, à l'aéroport. Je regarde ma jauge, 25% de charge. Je dis à mon client, ça ne vous dérange pas qu'on arrête 35 minutes, faire une charge rapide avant de aller à Beauvais? Et on les sent. Ils sont passés au véhicule à hydrogène. Vous êtes dans la même situation, vous dites, ah là, j'ai plus de 25%, ça ne vous gêne pas qu'on arrête 10 minutes pour faire le plein? C'est plus acceptable. Et d'ailleurs, comme Toyota est le partenaire mondial des Jeux Olympiques, de Tokyo, demain de JO 2024 à Paris, la société vient de lever 20 millions d'euros. L'objectif, c'est d'avoir 10 000 taxis à Paris fonctionnant avec des piles à combustible hydrogène pour les JO de 2024. 10 000 taxis. Ça change. Vous imaginez que quand vous avez 10 000 taxis qui tournent à l'hydrogène, ben, ça devient visible. Hein. Moi, bon, j'ai eu la chance que Toyota m'a prêté pendant une semaine une Mirai. Vous avez un véhicule électrique, hein, toutes les qualités d'un véhicule électrique, motricité, coupe, etc. Puis un moment, j'en avais même pas besoin. Mais bon, par l'expérience, j'ai dit, je vais quand même aller faire le plein pour voir ce qui se passe. 10 minutes. Vous rendez la voiture, j'ai dit, OK, je sais ce que je veux. Si je peux lâcher, si j'ai la station, je sais ce que je veux. Vous êtes en région, pareil, bon, vous êtes dans une grande métropole en tout. À Paris, vous ne pouvez plus aller en voiture en Paris. Bon, je ne vais pas faire de politique, mais bon, rouler avec sa voiture à Paris, c'est tout simplement impossible. Alors, quand les constructeurs me disent, ouais, mais regarde, finalement, tu fais le maximum de déplacements, ces petits déplacements, tu n'as pas besoin d'autonomie. Enfin, sauf que maintenant, certes, 75% de mes déplacements sont courts, parce qu'avec les voitures connectées, on arrive à tout savoir ce qu'on fait, mais 85% des distances que je parcours, c'est Paris-Chambéry, 600 km aller, 600 km retour, et 65% du temps que je passe dans ma voiture, c'est de la longue distance. Je vous garantis que Paris-Chambéry, 5 heures, je n'ai pas envie d'arrêter 1 heure et payer cher, parce que c'est une recharge rapide, pour faire Paris-Chambéry. Bon, voilà. Donc, voilà. Alors maintenant, il ne faut pas opposer, surtout pas opposer les batteries et l'hydrogène. Les batteries, sur des usages urbains, c'est parfait. Et même dans des véhicules hydrogène, demain, vous aurez toujours des batteries. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui coûte cher dans une batterie? C'est l'autonomie. C'est le poids de la batterie, c'est l'autonomie. Qu'est-ce qu'elle vous fournit de manière avantageusement? C'est de la puissance. Et qu'est-ce qu'elle vous apporte comme service? C'est la récupération d'énergie au freinage, que ne pourra pas faire l'hydrogène. La puissance, regardez votre contour, vous en avez besoin quand vous accélérez fort au feu, démarrez, quand vous tractez une charge lourde, et quand vous accélérez dans une côte. C'est en gros 25% du temps. Même encore 25%, c'est déjà très large. Qu'est-ce qui coûte cher dans une pile à combustible, dans l'hydrogène? C'est la puissance. Mais par contre, elle vous fournit à un prix relativement compétitif, même très compétitif, de l'autonomie. Donc les deux technologies vont se marier. Il ne faut jamais opposer batterie et hydrogène. Il faut juste combattre ceux qui vous disent qu'on peut tout faire avec des batteries et ceux qui vous disent qu'on peut tout faire avec l'hydrogène. Ce sont des gens qui ne sont pas raisonnables. Alors, ça commence à être une réalité. Là, l'offre de camions se développe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette photo là où on voit des camions? C'est la première livraison d'une commande de 1000 camions par la Suisse pour un transporteur qui s'appelle les Coop. En gros, c'est un peu comme Carrefour, etc. 1000 camions commandés par. Vous voyez commencer à arriver des camions comme associés avec Toyota. Là, c'est le camion de Carrefour, etc. Aujourd'hui, les camions sont en train, pour les raisons que j'évoquais, longue distance, autonomie, consommation, se développent. Voilà, et puis un petite map des grands projets qui ont été identifiés. Bon, cette carte est déjà un peu obsolète parce que je ferai l'actualiser tous les matins. Dans le domaine des autres transports, les trains, les bus, les vélos, les avions demain, à part les avions qui sont des vues de l'artiste, tous les autres véhicules sont des véhicules qui existent et qui roulent en opération. Les bus, les trains, très gros succès d'Alstom en Allemagne. D'ailleurs, c'est assez anecdotique de la situation. Ils ont rangé les commandes en Allemagne à travers un concept de train à hydrogène.
la situation de l'Allemagne n'est pas différente de celle de l'autre. La moitié des lignes ne sont pas électrifiées. La seule différence, c'est que quand l'Allemagne a une ligne non électrifiée, ils essaient de mettre un train compétitif qui fonctionne sans électricité. En France, on a tendance à la fermer. C'est ce qui change. Et puis, ce qui se passait, vous êtes en France, vous mettez dans la même salle une région et la CLCN. Ça ne se passe pas très mal. Vous mettez Alstom et la CLCN. Ça ne se passe pas trop mal. Vous mettez, le dernier, du coup, vous mettez les trois ensemble dans la salle, c'est plus possible. Et quand vous êtes en région Île-de-France, vous mettez les équipes de Pécresse et d'Hidalgo et là, vous pouvez plus. C'est plus possible. Alors, il y avait un préfet, député de la République En Marche, qui a eu quand même un peu de courage, qui a pris tous ces acteurs, les a emmenés en Allemagne, leur a montré ce que faisait Alstom dans les chats virtuels, etc. Et à la fin, il leur a dit, maintenant, vous m'expliquez pourquoi, ce que font les Allemands, c'est pas le faire en France. Bon, maintenant, il y a 15 commandes de train. Mais bon, voilà. Alors, les voitures, ça, c'est les voitures. Alors, ça aussi, c'est quand même assez marrant parce que là, vous avez en haut les Toyota, première génération, deuxième génération, Hyundai, première et deuxième génération. Bon, les premières générations, on aimait ou on n'est pas le style. Je trouve que les deuxièmes sont plutôt pas mal. En 2008, qui était le leader mondial des pilotes aussi pour la mobilité? Un groupe français qui s'appelle PSA, Maintenant, ça s'appelle Stellantis. Simplement, ils étaient trop tôt sur le marché. La situation financière de PSA en 2008 était assez catastrophique. Il fallait qu'ils fassent des arbitrages. Ils ont décidé d'arrêter. Ils ont dit on reviendra 10 ans plus tard. Mais oui, ils étaient leaders. Alors, en fait, ça a permis la création d'une société qui s'appelle Symbio Excel, qui a pu exploiter gratuitement les brevets de PSA, parce que vous avez quand même planté le CEA, vous avez planté Areva, donc il fallait bien que vous soyez un peu logement. Aujourd'hui, Symbio, c'est devenu quoi? Une JV commune de PSA et de Faurecia, avec l'ambition de devenir un des leaders mondiaux des powertrains pour hydrogène pour la mobilité lourde. Alors bien sûr, comme Stellantis a choisi un Français qui s'appelle Symbio, filiale donc, de Michelin Faurecia, bon, Renault Nissan ne pouvait pas partir avec le même, et ils sont partis avec les Américains, Plug Power. Alors, pour produire maintenant des énergies renouvelables décarbonées. Alors, bien sûr, on peut le faire avec du nucléaire, on peut le faire avec des ENR, mais probablement, alors pas bien sûr avec du gaz natural, ou alors il faudrait faire du CCS, pas avec du charbon, parce que ça, on voit bien que ce n'est pas dans la tendance, donc avec des ENR. Mais alors, quand on regarde la répartition des ressources solaires et éoliennes à la surface, de la Terre, on peut quand même s'interroger de savoir si finalement produire de l'hydrogène dans le nord de l'Europe avec du solaire, ça a du sens, et produire de l'hydrogène avec du vent dans d'autres régions, ça a encore du sens. Alors que j'aurais pu mettre la carte de l'hydroélectricité fil de l'eau, faire apparaître des grands fleuves comme le fleuve Congo, etc. Donc ça nous aurait donné notre carte. Et là, si vous voulez, moi, je me pose la question, je n'ai pas la réponse à la question que je vais vous poser, sauf que dans les années 90, Péchini a été mon client pendant des années. L'aluminium, le secteur de l'aluminium. Il n'y a rien qui ressemble plus au secteur de l'aluminium que le secteur de l'hydrogène. L'aluminium, on le produit par électrolyse. De l'électrolyse ignée à 1000 degrés. Peu importe. 14 000 kWh d'électricité à la tonne pour l'aluminium. 55 000 kWh d'électricité à la tonne pour l'hydrogène. Où sont aujourd'hui les alumineries? Elles sont toujours construites dans des endroits où on a des ressources d'électricité durablement abondantes, peu chères, et loin de bassins de consommation avec lesquels je serai en concurrence au niveau du prix. C'est l'hydroélectricité en pays scandinaves, Norvège, Finlande, Québec. Ça a été le charbon en Afrique du Sud et en Australie. Ça a été le gaz naturel à Bahreïn. En Europe, au début des années 60, on a dit tiens, on va faire de l'aluminium avec du nucléaire. Nous étions au début du programme électronucléaire européen, nous avions des surcapacités et on anticipait que nous allions avoir durablement des surcapacités nucléaires. 2 usines sondées,
Vlissingen en Hollande, Dunkerque, l'Union Dunkerque. Puis, le programme électronucléaire n'a pas connu le succès escompté. Les surcapacités se sont résorbées. Les producteurs d'électricité ont trouvé un intérêt croissant à vendre l'électricité à d'autres clients, d'autres consommateurs. Péchini-Vlissingen a fermé en 2011, Aluminium Dunkerque n'a pas très vite. Et en fait, si vraiment le sujet vous intéresse, je vous invite à lire un article qui s'appelle la bataille perdue des prix d'énergie, histoire de Péchini et des Néerlandes, 1969-2011. La couverture est par publicité. Donc la question qu'on pourrait se poser, qu'est-ce qui va faire, compte tenu des similitudes, que l'histoire industrielle de l'hydrogène ne va pas ressembler à l'histoire industrielle de l'aluminium? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas, lorsqu'on aura stabilisé un petit peu nos craintes, aller vers des importations massives d'hydrogène en le produisant dans des régions beaucoup plus favorables que l'autre? C'est la logique dans laquelle s'inscrit l'Allemagne. Aujourd'hui, ce n'est pas la logique dans laquelle s'inscrit la France, de manière un peu idéologique. La conséquence directe de cette position idéologique qu'on voit en France de dire on va faire en local, etc., avec des terres locales, avec des terres locales. Bon, moi, je me rappelle de Nicolas Hulot qui voulait, je suis parti un peu avec lui, qui voulait qu'on lui dise que l'hydrogène, c'est ce qui allait permettre de développer les ENR en Europe, en France, bien sûr, et l'indépendance énergétique. Moi, je lui disais, non, je crois plutôt que c'est le développement des ENR qui va créer les conditions nécessaires au développement de l'hydrogène. Enfin, peu importe, en fait, les deux sont liés, donc c'est un débat qui n'a pas beaucoup de sens. Néanmoins, aujourd'hui, l'Allemagne s'apprête à importer massivement de l'hydrogène. La France, qui cherche aujourd'hui à freiner les cas de fer, la conséquence, c'est que le premier terminal, alors qu'on a les trois grands terminaux méthaniers, Fos, Camaou, Montoire de Bretagne et puis Dunkerque, le premier terminal LH2, l'hydrogène liquide, où sera plus, il sera probablement en gros. Alors, on vous dirait, c'est l'Europe, c'est pas grave. Enfin, bon. Après, Alors, est-ce que c'est une solution de stockage? Alors, aujourd'hui, si vous voulez, quand il s'agit de stocker de l'électricité, ben c'est toujours un produit de quelle quantité, quelle puissance, etc. On voit clairement que les batteries, en gros, ça va de la minute à la journée pour des puissances qui peuvent être importantes. Mais dès que je veux stocker de très grandes quantités d'énergie sur de très longues périodes, notamment de faire de l'intersaisonnier, puisque, si vous voulez, si vous êtes très au nord de l'Europe, ben, la nuit est très longue, l'hiver, etc. Bon, vous avez besoin de stockage intersaisonnier. On va retrouver le PAG, c'est le pompage, hein, c'est les barrages de pompage, mais très vite, l'hydrogène apparaît comme la seule solution qui permet de stocker de très grandes quantités d'énergie sur de très longues périodes. Bon, après, c'est les KS et les Compressed Energy Storage, c'est-à-dire que c'est de l'air comprimé dans des cavités souterraines. Bon, ça. Alors, où en sommes-nous dans le monde? Voilà un peu la cartographie des pays qui ont un plan de développement hydrogène à l'horizon, avec différents horizons. On voit clairement en Amérique du Nord, principalement le Canada, l'Europe a à peu près tous des plans, et l'Australie, mais également la Chine, le Japon, etc. Donc, en gros, on est rentré dans une dynamique où tous les pays à travers le monde ont un plan hydrogène. On en parle de plus en plus depuis quelques semaines. C'est 300 milliards d'euros qui vont être investis dans les 10 prochaines années dans le monde, sur les différents segments de la filière. On ne va pas les détailler maintenant, mais il faut voir un petit peu ce que c'est que 300 milliards d'euros. Alors, l'Europe, depuis le 8 juillet 2020, a une stratégie européenne de l'Europe. Elle a lancé le European Clean Hydrogen Alliance et elle a déclaré que l'hydrogène était un IPCEI. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un IPCEI? C'est un espèce de jargon. C'est juste un truc qui permet aux États qui ont décidé de soutenir la filière hydrogène d'aider les secteurs en transgressant certaines règles. En gros, vous pouvez mettre plus d'argent que ce que vous autorisez les règles de concurrence normales. En France, en gros, ça a commencé, en gros, l'histoire a beaucoup continué, mais ça a surtout commencé en 2018 avec le premier plan hydrogène, dit plan Hulot. 100 millions d'euros une fois. La loi énergie-climat de 2019, un gros progrès, on a dit que 20-40% de la production d'hydrogène en France devrait être décarbonée. Sous-entendu,
par électrolyse. Dans la foulée, lancé le premier appel à manifestation d'intérêt pour l'hydrogène, puis arrive l'histoire du plan national de développement de l'hydrogène avec 7 milliards. Alors ça aussi, c'est intéressant de voir. Entre-temps, les Allemands avaient annoncé qu'ils mettaient 9 milliards d'euros sur la table pour développer l'hydrogène. Les deux ministres se sont rencontrés. Le ministre allemand a dit « On aimerait bien faire avec vous, les Français, l'Airbus de l'hydrogène. » On a fait l'Airbus, on a fait l'Airbus de la batterie, on a fait l'Airbus de l'hydrogène. Sauf que vous comprenez, nous on met 9 milliards, ils en mettaient 100, ça ne peut pas le faire. On ne peut pas faire un accord avec un acteur qui met 100 millions et les comptes, on met 9 milliards. 3 jours après, c'était 7 milliards. Bon, voilà. Alors, ce que j'ai fait, je ne sais pas si je n'ai pas sauté. Oui. Alors, quels sont les grands défis aujourd'hui? C'est accéder à l'électricité, on revient à ma question de tout à l'heure, c'est accéder à l'électricité décarbonée à un coût compétitif. Il faut quand même savoir que dans la production d'hydrogène par électrolyse, 75% du coût, c'est de l'électricité. Vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez pour baisser le coût des électrolyseurs, etc. Vous avez un poste de coût qui est le coût de l'élect. Donc, il faut accéder à l'élect pas cher. Bien sûr, il faut une offre industrielle d'électrolyseurs, parce qu'aujourd'hui, je peux vous garantir que si vous allez voir un constructeur, quel que soit le constructeur dans le monde, en part un ou deux, et vous lui dites, je veux une installation de 1000 MW, il ne sait pas la fabriquer. Il a besoin de construire des usines. Donc, on a besoin de monter en puissance. Les grands challenges, c'est aussi conditionner l'H2 pour le stocker, le transporter et le distribuer. Parce que la production est un enjeu, c'est un enjeu essentiellement de coût d'élect, mais le vrai boulot d'étranglement, c'est comment je transporte cet hydrogène sur de longues distances et comment je le distribue aux utilisateurs finaux. Et ce n'est pas l'exercice le plus facile. Alors, bien sûr, bon, en fait, à la fin, tout ça pour dire qu'il faut créer un écosystème. Et un écosystème, ça revient à relier des sources d'électricité compétitives avec des consommateurs finaux, avec toute une organisation entre les deux. Alors, quels sont les acteurs de l'électrolyse? Bon, on a en France, on a des acteurs qui s'appellent McPhy, Attaway, Logen, Genvia, Silfen. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que nous ne sommes pas complètement. On a perdu la bataille des panneaux photovoltaïques, on a perdu la bataille des éoliennes. Je ne suis pas certain qu'on ait gagné la bataille des batteries. On n'a pas perdu la bataille de l'hydrogène, à condition d'y mettre les moyens. Et en ce sens, lorsque Nicolas Hulot était le ministre, un jour il nous a dit si on y va, il faut y aller, il faut mettre beaucoup de moyens. Ça ne sert à rien en sauvegaudant, parce que si on y va avec peu de moyens, de toute façon, l'histoire va se réécrire comme on sera complètement lessivé. Alors, on voit aussi d'autres acteurs qui sont européens, qui sont présents sur le marché en France, mais également le marché mondial, comme Nel, ThyssenKrupp, Hydrogenics, etc. C'est-à-dire que globalement, l'Europe, la France est assez bien armée pour occuper une position clé dans les technologies de l'hydrogène, à condition d'y mettre les moyens. Alors là, je vais passer sur les technologies d'électrolyse. On peut en débattre, alcaline, PEM, haute température. Je ne pense pas que ce soit très intéressant à ce stade. Alors, comment transporter de l'hydrogène? On peut le transporter de manière comprimée. C'est le principal mode de transport aujourd'hui de l'hydrogène sur route. Ce sont des espèces de cylindres ou trucs à 200 bars. En bas, c'est les réservoirs qu'on trouve sur les véhicules. Là, vous avez un Américain qui s'appelle Hexagon et qui, en l'absence de canalisation, pense, parce qu'on est très américain, là, en ayant des gros camions avec des gros tubes à 900 bars, on peut transformer la route en pipeline. Là, il appelle le road, je ne sais pas quoi, pipe de l'hydrogène. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'un camion comme ça, 300 kg d'hydrogène, camion 33 tonnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une boîte comme Air Liquide transporte plus de ferraille sur la route qu'une boîte comme Usinor de ArcelorMittal. Donc, on voit bien que l'hydrogène comprimé, ça atteint ses limites. C'est-à-dire que dès qu'on va aller vers la production et la consommation massive d'énergie, le transport routier du comprimé ne va pas faire le job. Vous me direz, bon, on a toujours des bouteilles de butane, de propane, on a des réseaux de gaz. Ça ne va pas disparaître. Et ce n'est pas la solution. Ça peut se transformer sous forme liquide, par liquéfaction. Alors, bien sûr, ça prend un peu d'énergie. En Europe, ça s'est peu développé. Par contre, c'est 85% des transports d'hydrogène aux États-Unis sur route. Alors, pourquoi?
Parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand vous avez du hydrogène gazeux et que vous voulez le liquéfier, il faut mettre des investissements, il faut mettre des capex, et vous avez un petit peu de perte. Ça consomme. Alors, il y a 15 ans, ça consommait 15 kWh au kilo. Maintenant, on est à 10, on va tendre prochainement vers 7,5. Donc, l'économie, je la trouvais où? Dans les gains logistiques. Les États-Unis sont très grands, je la trouvais dans le transport. Un camion d'hydrogène liquide, ce n'est pas 300 kg, c'est 3 tonnes d'hydrogène. Sur un camion qui fait toujours à peu près 33 tonnes. En Europe, vous faites 1500 km, vous avez traversé la moitié de l'Europe et vous avez trouvé une nouvelle source d'hydrogène. Ce qui va changer la donne, c'est la mobilité. Parce que quand vous avez une station d'hydrogène qui recharge 3 trains 1 tonne par jour, avec 3 camions par jour qui doivent retourner, si c'est du gazeux, ce n'est pas possible. Produire sur site, ce n'est pas toujours facile non plus. Donc le liquide va s'imposer. Deuxième, pourquoi le liquide va s'imposer aussi? Parce que quand vous voulez comprimer un liquide, un gaz à 900 bars pour remplir un réservoir à 700 bars, c'est la mobilité qui va changer la donne. C'est toujours plus facile de mettre en pression un liquide que de comprimer un gaz aussi léger que le gaz, un gaz comme l'hydrogène avec une masse moléculaire extrêmement faible. On n'a pas compris, par exemple, dans le domaine de l'hydrogène, on n'a pas de compresseur centrifuge. Ça n'existe pas. On ne sait comprimer l'hydrogène qu'avec des compresseurs à piston ou à membrane. La masse moléculaire est trop faible. Donc, ça veut dire que si je peux remplacer un compresseur par une pompe, c'est mieux. Les réservoirs que vous avez vus sur la plage de Lens, ils sont en fibre de carbone avec un résine. La température du pot ne doit pas dépasser 80 degrés. Il faut préserver les caractéristiques mécaniques du réservoir. C'est-à-dire que quand je pousse du gaz dans le réservoir, ça l'échauffe. Donc, quand je veux remplir un réservoir de voiture, il faut que je réfrigère mon hydrogène à moins 40 degrés Celsius. Les échangeurs sur un gaz aussi léger, ce n'est pas très performant. Quand la station elle est approvisionnée par un gaz qui est à moins 250 degrés, les moins 40 sont gratuits, forcément, et la mise en pression. Ce qui veut dire qu'avec la mobilité, l'énergie que je mets dans la liquéfaction, que je devais trouver hier dans la logistique, je vais la trouver aujourd'hui une grande contrepartie dans les économies d'énergie que je vais faire dans la station. Et aujourd'hui, une boîte comme Plug Power, qui est le partenaire américain, qui est le partenaire de Renault, ils ont créé une société qui s'appelle IVIA. Dans leur partenariat, ils prévoient le développement en Europe d'un réseau de stations réapprovisionnées par de l'hydrogène. Alors, ça, en haut, c'est le bateau. Alors, c'est le premier bateau de transport d'hydrogène liquide qui est parti il y a quelques jours de son port d'attache au Japon pour aller faire le plein d'hydrogène liquide en Australie et va importer de l'hydrogène liquide. En France, en Europe, je dirais, il faut qu'il y ait une stratégie d'importation d'hydrogène liquide. En France, on l'a vu, ce n'est pas tout à fait l'actualité. Les Allemands sont beaucoup plus porteurs. Et aujourd'hui, vous avez une boîte française qui s'appelle GTT, vous ne connaissez certainement pas. Vous avez 511 méthaniers, 520, 511, vous avez plus de 500 méthaniers dans le monde qui naviguent, transportent du GNL, 80% de ces bateaux ont été construits sous licence du français GTT. GTT vient de signer un accord stratégique avec Shell pour développer les premiers hydrogéniers sur la base de cette technologie. En gros, vous prenez le bateau, la Kawasaki, c'est Kawasaki qui l'a construit. Vous prenez ce bateau, vous prenez la technologie GTT et vous doublez sa capacité de transport. Voilà. Alors, les pipes, ben oui, ça peut aussi se transporter par pipeline. Aujourd'hui, il y a 4500 km dans le monde de pipelines qui sont exploités d'hydrogène. Avec, vous voyez, le leader est en air liquide avec 2000 km. Ça, c'est un réseau d'hydrogène qu'il y a dans le nord de l'Europe, Dunkerque, tout ça. Et ça, c'est en gros en Louisiane, dans le Texas. Les 11 TSO, alors les TSO, c'est les opérateurs de transport, dont GRT Gaz pour la France, se sont associés pour construire ce qu'on appelle le backbone, enfin, la colonne vertébrale du futur réseau d'hydrogène européen. Donc, on va voir se développer des pipelines. Alors, ça ne va pas se faire en une fois, puisque voilà un peu le plan à 2030, 2035, 2045. On va transporter de l'hydrogène par pipeline. Alors, on va aller plus vite qu'avec le gaz naturel, parce que par chance, on va pouvoir récupérer certaines canalisations qui hier transportaient du gaz naturel pour transporter de l'hydrogène pur. Alors, le mélange hydrogène-gaz-nat, je vais pas sauf si ça intéresse quelques-uns pour discuter, c'est un truc qui ne verra pas le jour.
quelques pourcents, 10% au volume, pas plus. On ne mélangera pas le gaz naturel et l'hydrogène dans les pipes pour plein de raisons. Et puis, on peut aussi utiliser des molécules. Avec de l'hydrogène et du CO2, on peut faire du méthane, on peut faire du méthanol, on peut faire de l'ammoniac. Alors, pourquoi l'ammoniac? Parce qu'au moins, l'avantage, c'est que les deux autres, en gros, il vous faut du CO2 au départ, vous vous retrouvez avec du CO2 à l'arrivée, puis vous ne savez pas le ramener à l'origine. C'est quand même gênant. L'ammoniac, l'avantage, c'est que l'azote, vous le prenez au point de départ, vous le remettez à l'atmosphère, et puis ça ne gêne pas. Ça ne gêne personne. De toute façon, ce n'est pas un gaz à effet de serre. Et puis, vous avez d'autres molécules. Alors, des chimistes comme Shioda Corporation japonais, alors là, c'est de l'hydrogénation, des hydrogénations de toluène, des cyclohexanes, toluène. Bon, l'inconvénient, c'est que ces deux produits sont quand même extrêmement toxiques, et en gros, ça ne peut pas être mis entre toutes les mains. Vous avez une boîte allemande qui s'appelle Hydrogenius. Là, on est un peu sur des hydrogénations d'huile minérale qui s'appelle dibenzotoluène, qui est très peu toxique. Mais bon, ça reste quand même. Et puis, vous avez une boîte française qui s'appelle ICI, qui n'est pas très loin, qui est à Aix-en-Provence. Et il travaille sur une base qui est un polysiloxane. En gros, les silanes, c'est des hydrocarbures dans lesquels on a supprimé le carbone, on les a remplacés par du silicium. Et cette entreprise développe, qui est très vendue actuellement, développe un vecteur. Et le gros intérêt, c'est que dans ces technologies à partir produits hydrocarbonés, c'est qu'en général, quand vous fabriquez hydrogéner du CO2, la réaction est exothermique. Vous dégagez de la chaleur au départ, et pour récupérer l'hydrogène, il faut fournir de la chaleur. Le gros avantage des polysiloxanes, c'est que c'est l'inverse. Vous fournissez de la chaleur à la synthèse du produit, mais chez le client final, vous n'avez pas besoin de chaleur, c'est-à-dire que vous avez tout de suite de l'hydrogène et vous produisez de la chaleur. Donc, en gros, cette boîte est assez. Alors, comment stocke-t-on l'hydrogène? Bêtement, comme du gaz naturel, dans des cavités souterraines qui sont des cavités salines. Et aujourd'hui, Air Liquide, au Texas, exploite le plus grand réservoir. En France, Storengy, qui est donc une filiale d'Engie qui est spécialisée dans le stockage, un des plus grands stockeurs européens, sur le stockage d'Étré, dans l'Inde, est en train de préparer un premier stockage d'hydrogène. Et il y a un projet pas très loin d'ici, adossé sur du solaire, sur les gisements de Manosque. Aujourd'hui, ça se stocke exactement comme le gaz naturel. Alors, l'hydrogène est-il sûr? Alors, dans un crash test, le seul truc qui sort intact, c'est le réservoir d'hydrogène. D'ailleurs, les constructeurs avaient imaginé à un moment, parce que c'est encombrant un réservoir d'hydrogène, une espèce de cylindre oblong, de faire un long cylindre dans tout l'axe de la voiture. Le problème, c'est que la voiture était devenue tellement indéformable que ça posait des problèmes de sécurité. Parce que pour protéger les passagers, il faut que la voiture se défende et absorbe de l'énergie. Est-ce que c'est dangereux? Là, j'ai un petit film qui a été fait par les pompiers, le 10-50. Je ne sais pas si on peut le lancer, ce truc-là. C'est PDF ou peu? Comment on fait pour lancer là-dessus? Si c'est pas en fait, vous allez voir. La voiture est en feu, pour une raison ou une autre, et il y a un réservoir d'hydrogène. Donc, au bout d'un certain temps, la température va monter et la soupape va s'ouvrir. Les pompiers adorent l'hydrogène. Bon, voilà, ça chauffe, ça dure une minute. Voilà. La flamme, elle est dessous. Les 5 kg d'hydrogène vont disparaître. Et c'est fini. En ça, c'est fait à l'ENSOP. C'est l'École nationale supérieure des sapeurs-pompiers. Les officiers sapeurs-pompiers, c'est à Aix-en-Provence. Ça a été fait sur le terrain de l'ENSOP. Je ne sais pas si vous avez vu les feux de batterie. Ce n'est pas l'éteindre, c'est de batterie. Le test en four, ce n'est pas l'éteindre. Il faut attendre que tout soit consumé. Voilà. Allez. Donc, à peu près, voilà, j'ai fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous raconter et je suis ouvert à vos questions. Moi, j'en ai une. Vous avez évoqué tout à l'heure la production d'hydrogène par la Terre. L'hydrogène naturel, absolument. L'hydrogène naturel, Alors,
Oui, alors en fait, toute l'histoire est née avec Yves Tremer, qui a fait deux campagnes. Une première campagne de qualification sur la longue de la dorsale atlantique et capable de montrer qu'à très grande profondeur, sous pression, le long de des souffleurs noirs, en fait, la roche-mère, qui est quand même assez riche en matériaux catalytiques, nickel, chrome, etc., on avait une production naturelle d'hydrogène. La deuxième campagne était une campagne de quantification qui a montré que c'était des volumes significatifs. Simplement, vous imaginez, les récupérer l'hydrogène le long de la dorsale à 6 000 mètres de fond, on oublie. Mais ça a déclenché de l'intérêt, notamment chez l'IFPEN, le Français du pétrole et l'énergie nouvelle, et chez le groupe BRGM, où la question s'est posée, est-ce qu'on peut rencontrer onshore, à des régions de profondeur, les mêmes processus, c'est-à-dire une réaction entre de l'eau, la roche-mère, sous pression à grande profondeur? Et la réponse est oui. Alors, en matière de recherche pétrolière, gazière, de base d'hydrogène, quand vous ne savez pas ce que vous cherchez et comment chercher, vous ne trouvez pas. Donc, il faut déjà avoir trouvé quelque chose pour ensuite interpréter les signaux géophysiques que vous avez pour commencer à interpréter les choses. Et là, il y a deux gisements qui ont été trouvés. Un premier au Mali, qui est exploité pour une alimentation locale. Un deuxième qui est dans l'Arkansas aux États-Unis. Donc, on commence à dire, on commence à comprendre que la Terre est capable de retenir. Alors, en gros, on l'avait sous nos yeux, l'hydrogène qui est produit remonte, quand il arrive à la surface, il disparaît, il part dans l'atmosphère et l'espace. Et il y avait des choses un peu étonnantes qu'on voit en Sibérie, qu'on voit en Namibie, qu'on voit au Brésil, cette espèce qu'on appelle des ferric cycles, des magic cycles, sont des espèces de grands cercles stériles, etc. On n'a pas, pendant très longtemps, les gens n'ont pas compris ce que c'était. En fait, ce sont des résonances d'hydrogène. Et d'ailleurs, on a dit, ils pensaient que c'était stérile, parce qu'il y avait un poison chimique, et puis à un moment, il y a un verger paramètre à terre à la maison, et cette terre est plus fertile. Et en fait, on a compris après que c'est le flux d'hydrogène qui laminait l'oxygène, et en l'absence d'oxygène, il n'y a pas de vie. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a eu un colloque il y a un an, il y a un prochain colloque, c'est le 21-22, où tous les pétroliers sont là. Parce que vous savez, le manque d'exploration pétrolière, c'est l'industrie pétrolière, au niveau technique. Hein. On regarde, on dit, tiens, il a trouvé quelque chose, il y a peut-être un truc. Il y en a un deuxième, ouais, là, c'est lui aussi, il a trouvé un truc. Troisième découverte, tout le monde est milliards pour forer. Voilà. Donc, aujourd'hui, sur la base des données, on est au début, on est à peu près certain que les capacités prouvées de production d'hydrogène récupérable seraient déjà égales à la moitié de la consommation mondiale d'hydrogène. Mais c'est le début de l'histoire. Ça me rappelle l'histoire du gaz naturel. Comme je vous le disais, le gaz, entre 1800 et 1957, c'était un vecteur énergétique. Il n'avait pas d'existence en propre. Il était fabriqué avec du charbon. C'est à partir du moment où on a découvert le gaz naturel, les gisements de Lac, de Groningue, puis après tous les autres gisements dans le monde, que c'est devenu l'énergie primaire. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on va revivre la même chose avec l'hydrogène? J'aurais une question par rapport au prix, en fait, au prix, parce qu'on a beaucoup parlé d'hydrogène par électrolyse, mais est-ce que c'est compétitif par rapport à l'hydrogène par reformage du méthane? Alors, la réponse, si je fais, ça dépend du prix du gaz naturel, ça dépend du prix de l'électricité, ça dépend du prix de la tonne de CO2 que vous acceptez ou pas. Alors, aujourd'hui, et puis après, si je veux faire de l'hydrogène avec du solaire au sud de l'Espagne, sur un champ où je ne suis pas connecté au réseau, c'est-à-dire que, en gros, le problème, c'est que, et là je vais être un peu provocateur, le métier de producteur d'hydrogène n'est pas un métier de producteur d'électricité. C'est un métier d'acheteur d'électricité. Quand je suis producteur d'électricité, tous les matins, je vais tenter de vendre mon électricité à d'autres consommateurs qui vont payer plus cher, histoire d'aluminium. Donc, si je suis dans le sud de l'Espagne, on sait que 2 €, 1 €, l'hydrogène par steam reforming, avec une tonne de CO2 à 50 € la tonne, c'est de l'ordre de 1,5, 1,6 € le kilo. 1,5, 1,6 € le kilo. Ça peut être atteint dans le sud de l'Espagne.
sauf que, à condition que vous acceptiez que votre courbe de production soit la courbe de production du soleil. Parce que si je dois rajouter du stockage, etc., ça va faire monter. Maintenant, vous savez, la semaine dernière, en 8 nuits, le gaz naturel a pris 60%. Certes, l'électricité a monté aussi. La tonne de CO2, bon, actuellement, elle est plutôt à 100 € la tonne, et puis c'est la méthode à 250 € la tonne, ça devient rentable. Et au fur et à mesure que vous allez voir le coût d'accès au gaz naturel, le coût de la tonne de CO2 monter, le seuil de compétitivité va remonter vers le nord. Pour le moment, ce seuil de compétitivité il est plutôt pour le solaire vers le sud, en dessous de Madrid. Pour l'éolien, c'est un petit peu différent. Je dirais, bon, l'éolien onshore en France, c'est quand même pas génial. En gros, l'hydrogène, il viendra d'éolien offshore, norvégien ou écossais. Et d'ailleurs, l'Écosse se prépare sur des grands projets. Et en plus, vous voyez, par exemple, un pays comme l'Écosse a un potentiel de production d'électricité en mer du Nord qui est bien supérieur à ce que peut consommer sa population. Donc, la question, aujourd'hui, l'Écosse prépare, a mis 7 milliards d'euros sur la table et veut être un exportateur d'hydrogène pour le monde. Donc, voilà. Bon, les grands fleuves, il y a la Compagnie nationale du Rhône, pas très loin d'ici, qui effectivement est en train de l'installer parce qu'on est au fil de l'eau, etc. Les grands fleuves, ils sont en dehors de l'Europe, à part le Danube, c'est le Congo, c'est le fleuve Congo, c'est des fleuves comme ça. Dans le domaine du solaire, tout le monde rêve d'aller installer des kilomètres carrés de panneaux solaires dans l'Atacama. Alors, ça sera plutôt le Japon. Mais je veux dire, tout le monde regarde pour l'Atacama. Bon, il n'y a pas d'eau, c'est un problème. Alors, ramenez de l'eau. Il faudrait que je libère les étudiants. Et Sauf si vous voulez. Après, il y aura ceux qui devront rester pour encore poser des questions, parce qu'il se trouve que je reste un peu de temps. Donc, ça sera tout à fait possible. Et pour conclure, je voudrais passer la parole au maître Assot, qui est au département et qui est aussi qui représente le président du département, Charles-Henri Léger, qui nous a fait l'amabilité et l'honneur de se faire représenter pour ces journées d'ingénieur. Bien, merci. J'ai eu le plaisir de vous écouter. Je me sens très à l'aise parce qu'en fait, mon métier, c'est d'être professeur d'université. Je suis professeur de droit et de sciences politiques. Donc, avoir des étudiants, c'est à peu près ce que je sais faire au mieux. Et pour la petite histoire, parce que je vais rebondir là-dessus, j'ai été pendant 3 ans professeur à Coïncident où j'enseignais la géopolitique. Et donc, ce qui me permet de mettre l'accroche à propos de ce que j'ai entendu de notre conférence avec le regret de ne pas l'avoir entendu. Tout à fait, sachant que dans le département, comme dans la métropole de Nice-Côte d'Azur, il y a une quinzaine d'années, j'avais initié déjà une série de colloques sur l'hydrogène, avec évidemment dans mon domaine le problème de savoir quel était le cadre juridique qui pourrait fonctionner, et un peu plus précisément, en ayant fait le club énergie et géopolitique, comment allait se gérer géopolitiquement le problème de l'hydrogène. Donc, en vous écoutant, j'ai retrouvé quelques amitiés anciennes sur ce sujet, quoique je n'en ai pas perdu le fil, puisque dans le département, nous avons décidé d'avoir une opération pilote sur l'hydrogène, vous le savez, et la ville de Cannes également a décidé de faire une opération pilote sur l'hydrogène, c'est-à-dire assurer le fonctionnement en énergie de certaines installations par l'hydrogène. Je n'entre pas dans les détails techniques, vous en avez été abreuvé. Alors, si je représente le département, c'est pour vous dire 2 choses. D'abord, d'une part, que je suis en charge d'enseignement supérieur et de la recherche, qui me paraît évidemment naturel en étant universitaire, mais aussi des relations internationales. Et par cela même, ça me permet de vous dire que Sophia Antipolis fut créée à l'initiative, certes, du sénateur Laffitte, mais qui en avait eu l'idée, mais d'un personnage qu'on a beaucoup critiqué, mais qui a mis l'argent sur la table, et qui s'appelait Jacques Messin, président du Conseil général à l'époque, Conseil départemental. Et on n'a jamais cessé d'aider Sophia Antipolis. C'est-à-dire, on y a cru tous, les uns après les autres,
Et la dernière manifestation en date, c'était la création du STIC, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant à la fois Polytech et le reste, puisque c'est aujourd'hui, avec la présence de Récom, le lieu majeur en matière de sciences de la communication, des technologies de la communication. Donc, naturellement, le président du conseil départemental voulait vous soutenir et manifester son intérêt, puisque lui, en plus, est particulièrement passionné par tout ce qui concerne la technologie. On l'appelle entre nous le geek vert, parce qu'en plus, il est manifestement attaché à ce qui est une politique verte, ou à tout le moins de nature à favoriser une économie décarbonée. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième, je reviendrai sur le point qui m'a intéressé lorsque vous avez exploré les lieux, le domaine géopolitique et, au fond, des travaux pratiques depuis maintenant 15 jours, c'est-à-dire l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Historiquement et sociologiquement, les deux mamelles, pardonnez-moi, c'est un peu trivial, de l'existence humaine et de la pérennité des groupes humains reposent sur 1. La démographie, 2. L'énergie. Après, le reste, c'est de la chance. Parce que si vous voulez avoir un groupe humain pérenne, il faut qu'il puisse se reproduire et occuper le territoire qui lui permet d'assurer sa subsistance, et il ne peut le faire que parce qu'il a trouvé une solution à l'énergie. Regardez le feu, comment ? Et l'eau peut-être. Et l'eau, mais le télécom en principe est porteur d'eau. Donc, cette énergie, en plus, l'eau, il faut aller la chercher quelquefois et il vaut mieux avoir de l'énergie. Et beaucoup de civilisations se sont construites sur le modèle énergétique. Et les premières civilisations, n'en déplaisent à un certain nombre de théoriciens du temps contemporain qui pensent qu'on regarde le passé avec les yeux du présent, beaucoup de civilisations sont nées sur la solution énergétique. L'Antiquité, c'était l'esclave. La force de travail qui permettait de pouvoir organiser la société, c'était la guerre et l'esclavage en résultat. Aujourd'hui, se pose la question de savoir comment on peut assurer notre autonomie énergétique. Et la guerre qui se passe depuis 10 jours pose cette question centrale. Comment pouvons-nous assurer notre autonomie, notre indépendance énergétique ? Eh bien, si vous avez des solutions techniques, elles ne vaudront plus s'il n'y a pas une solution et une réponse à cette question, comment assurer son indépendance énergétique. C'est-à-dire ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Même si on doit avoir de la coopération avec d'autres pour la production, comment ne pas dépendre de certains, parce que les effets géopolitiques auront toujours lieu. On peut rêver d'une planète de bisounours, mais pour l'instant, l'homo sapiens s'est imposé parce qu'il a eu une puissance guerrière suffisante pour occuper l'espace qui ne lui était pas dédié au départ. Je ne dis pas qu'on est tous condamnés à cela, que je ne souhaite pas qu'on soit tous condamnés à cela, que je souhaite que ça évolue, mais manifestement, il y a des cycles d'involution et non pas simplement d'évolution. Donc, la question centrale pour nous, c'est de savoir comment on va assurer notre indépendance énergétique. Eh bien, c'est votre génération qui devra prendre en charge ce problème. Puisque nous, sur ce terrain-là, manifestement, on n'a pas trouvé, on était parti sur l'idée d'interdépendance, de mondialisation, parce que moi, j'étais assez peu favorable, mais peu importe, le mouvement a été lancé, et on s'aperçoit que quand il y a un problème qui se pose, eh bien, on est peut-être interdépendant, mais ça ne fonctionne pas quand même. Il s'agit de toujours prévoir ce qui est en général le moteur de l'histoire, c'est-à-dire le pire. Et le pire, on n'aime pas le prévoir, parce que ça porte atteinte à l'idéal qu'on a de l'homme. Et bien là, vous allez devoir régler le problème. Choisir la bonne énergie, avoir une solution décarbonée parce que vous avez quand même un enjeu climatique, vous ne pouvez pas méconnaître, et en même temps, garder suffisamment de souveraineté, pour prendre un mot juridique que je connais bien, mais vous parlez d'un mot autre qui s'appelle l'indépendance, c'est un mot politique, non pas juridique, et avoir suffisamment de choix de l'indépendance ou vers l'indépendance pour qu'en cas de besoin, la population qui vous a fait confiance ou que vous avez en charge parce que vous faites partie de l'élite de demain et donc vous êtes en charge d'une population qui vous fera confiance parce que vous avez un savoir ou en tout cas un caractère, eh bien il faudra choisir quels sont les bons outils d'indépendance. Je vous souhaite bien du plaisir. Pour ce qui est de ma part, j'estime avoir fait un certain nombre de choses. D'abord, pousser les étudiants à être marqués par la nécessité du caractère,
et d'être présente lorsque vous aurez trouvé techniquement, car nous, on sera obligé de vous mettre en forme juridique, ce que vous aurez décidé. Merci. Merci beaucoup, Maître Assot, pour ces quelques mots qui renvoient un peu la balle aux étudiants, Mais c'est vrai, bon, l'avenir vous appartient, comme on dit. Et alors, si, Vous voyez que de temps en temps, il faut avoir un peu de pied parmi les enseignements, non? alors, s'il y en a quelques-uns qui veulent poser des questions à M. Rest, c'est tout à fait possible, en particulier ensemble, comme vous voulez, c'est possible. Monsieur le directeur, vous voulez dire un mot? Voilà, d'abord, je veux dire merci à vos intervenants. Ils ont été vraiment fort intéressants. Le projet est vraiment très intéressant. Merci d'avoir pris le temps de venir, de nous faire cet exposé, de partager votre connaissance et votre science. C'est vraiment très bien. Et je pense que donc, pour vous le dire, là, je suis sur le très court terme, parce que j'ai une mission optimiste. Cet été, va être installée justement une pile à combustible, c'est-à-dire un réservoir d'hydrogène avec une pile sur le parking, ici juste en bas. Dans le cadre du plan de relance de l'État qui a donné l'année dernière, pour lequel l'Université a été lauréate de 53 millions d'euros pour rénover les bâtiments de l'université. Il va y avoir dans un mois l'ensemble des parties, ceux-là et ceux en bas du P2, et les toitures de ce bâtiment et des bâtiments d'à côté qui vont être modifiés pour pouvoir faire des installations de panneaux photovoltaïques. Et ça va prendre 2-3 mois, ça va démarrer dans un mois, ça va prendre un chantier jusqu'au mois d'août. Normalement, à partir de septembre, nous devons prendre 5 millions sonores. Et peut-être que d'ici un mois, il y aura 10 millions sonores à cause des travaux. Ça me permet de le dire, mais je vais le redire de manière plus claire à tous les étudiants de l'Université générale. Et donc, ça nous permettra d'être autonomes en énergie, puisqu'on aura une production d'énergie par l'énergie solaire. Et ça nous permettra aussi, donc, dans ce projet-là, d'avoir dans cette installation de la pile qui sera en bas, dans un petit bâtiment qui est construit là. Cette pile sera connectée. Donc, la pile, ça va être le mécanisme qui va permettre de produire de l'électricité à partir des stocks d'hydrogène qui seront plus juste en bas. On ne produira pas d'hydrogène. On va faire revenir de l'hydrogène qui sera stocké en bas. Et ensuite, cette pile sera connectée à certaines salles de travaux pratiques de l'école et qui permettront, dans un premier temps, aux ingénieurs de formation, donc même des physiques et de génie de l'eau, de pouvoir pratiquer de l'expérimentation sur la pile, de pouvoir interagir par rapport à différents paramètres. L'objectif pour nous est, dans un premier temps, de regarder comment cette pile-là, pour finir de l'énergie pour chauffer des bâtiments. Vous connaissez en contexte du chauffage, vous parliez tout à l'heure, pas de la mobilité et du chauffage. Voilà, c'est juste un petit à côté pour pouvoir terminer cette session avec un point de plus concret. Et merci encore à vous pour l'organisation de cet événement.